iPhone de Julie. Pas iPhone de Julie, iPhone tout court. On a dit quoi? D'accord, oui. C'est pas celui-là. C'est pas grave, on a essayé. Non, non. Alors bonsoir à toutes et à tous. On va essayer ensemble de réfléchir sur ce thème qui n'est pas simple, puisque même moi je ne le connais pas. Alors vous savez que quand la Torah elle parle de construction, ça démarre à la base sur la notion du Mishkan. Qu'est-ce que le Mishkan? Le Mishkan, c'est l'endroit où on va faire résider Akadosh Baruch Hu. Maintenant, pour faire résider, parce que Mishkan, ça vient de Shochen, de Shechina, ouais. Et qu'est-ce que c'est la Shechina? C'est la présence divine. Maintenant, pour les personnes parmi vous qui ont l'expérience d'un couple, on sait que le principal, en fin de compte, d'un couple, c'est la présence divine. Maintenant, qu'est-ce que c'est la présence divine? En vérité, la Neshama, elle produit la volonté. La rencontre des deux volontés, dans le Maharal de Prague, on appelle ça l'amour. Ça s'appelle Shaviut Ha'etzonot. Parce que Ahava, c'est la même gematria que Echad. Donc en fait, aimer, c'est faire un. Maintenant, où est-ce que les deux personnes se rencontrent? Alors il y en a qui pensent que c'est au niveau du physique, il y en a qui pensent que c'est au niveau de l'argent, il y en a qui pensent que c'est au niveau des intérêts communs, il y en a qui pensent... Mais la Torah, elle dit que c'est au niveau du Ratzon. Ça s'appelle Shaviut Ha'etzonot, l'équivalence des volontés. Les goïms, ils appellent ça être sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire deux personnes qui s'aiment, oui, ils pensent à l'un, ils pensent à l'autre. Quand un, il pense, l'autre, il finit la phrase. Quand vous commencez une musique, les trucs, ouais, quand l'autre n'est pas bien, vous le sentez. Maintenant, ça s'appelle l'amour, oui. Mais pourquoi la notion de Shechina? Alors c'est marqué, Zahu, Shechina Benehem. S'ils ont du mérite, alors la Shechina, elle réside entre eux. Maintenant, cette logique-là de Shechina, en fin de compte, c'est aussi une ambiance. Pour ça que Shalom, c'est un des noms d'Hachem. Et quand on dit qu'il y a le Shalom dans une maison, en vérité, ça veut dire qu'il y a la présence divine. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la présence divine? Puisqu'on a dit que l'amour, c'est la rencontre des deux volontés. Et le Maharal, enfin tout le monde le dit que Aratzon Nove Ami Aneshama, la volonté vient de la Neshama. Donc puisque la Neshama est divine, ce qui vient de la Neshama est aussi divin. Donc l'énergie qui sort de l'âme est divin. Mais il est utilisé par une personne humaine qui se trouve accessoirement être moi. Vous me suivez ou... Donc quand je dis je veux, en vérité le je c'est moi, mais le vœu, c'est-à-dire l'énergie du vœu, elle est divine. C'est moi qui m'approprie une énergie divine et que j'utilise. Après je la mets dans mes projets, je la mets dans ma parole, je la mets dans ma conviction, je la mets dans mes mitzvot, je la mets dans mes avérotes. C'est comment je peux faire des avérotes si je ne le veux pas, ouais. Donc ça veut dire que cette logique-là, qu'il y a un jeu d'un côté, il y a un jeu de l'autre, et les deux jeux, ils sont en communion par la communion des volontés. Maintenant, comme il y a la bonne volonté, il y a aussi la mauvaise volonté. D'accord? Maintenant, la communion des mauvaises volontés s'appelle le balagan, s'appelle la haine, s'appelle la rancune. La communion des bonnes volontés s'appelle l'amour. Maintenant, le problème, c'est que pour développer de la bonne volonté, il faut lutter contre la mauvaise volonté. La mauvaise volonté, c'est la proposition du Yetzer Hara. Nous, on l'appelle comme ça, d'accord? Les psychiatres, ils l'appellent la tendance à la destruction, la tentation du mensonge. Les psychologues, ils l'appellent la manipulation, le chantage émotionnel. Ça change rien. Le mot, c'est pas très grave. Ouais. Moi, je parle avec des très très grands spécialistes, juifs, non juifs.
Et le gars, il me dit, écoutez, avec votre cours sur Yaakov et Esav, j'ai compris la notion de la zone d'ombre chez Freud. Je dis, bah écoutez, je veux dire, quoi la cavode. Oui. Pourquoi on a attendu Freud pour comprendre comment il marche la personne. Donc c'est quoi cette idée-là? C'est que vous avez deux personnes l'une en face de l'autre qui vont développer chacune une volonté. Maintenant, puisque la volonté vient de l'âme, donc la communion des volontés, c'est aussi la communion des âmes. Maintenant, cette somme d'énergie divine en communion dans une maison, ouais, donc cette somme de communion d'énergie divine et donc utilisée par l'humain dans une maison s'appelle la Shekhina. Voilà. C'est ça, Zahu Shekhina Benehem. Pourquoi Zahu? Parce que Zahu, ça veut dire Srout, ça veut dire le mérite. Mais Zahu, c'est aussi Milachon Zach. Et Zach, c'est quoi? C'est pur. Quand on dit Shemen Zaïd Zach, de l'huile d'olive pure, Rachid là-bas il explique qu'on a filtré pour que tous les déchets, la chair de l'olive, elle reste dans le filtre et qu'on ait de l'huile pure. Maintenant, quand quelqu'un va donner le meilleur de lui-même, ce qu'on a dit la bonne volonté, c'est parce qu'il a filtré la mauvaise volonté. Vous suivez ou non? La lourdeur, l'égoïsme, la bêtise, le mshun, la destruction, la tentation du mensonge. Ça veut dire que si je peux produire du bien, c'est parce que je suis en lutte contre le mal. Ça va? Maintenant, je sais très bien que quand j'en parle à des jeunes, ils me disent, bon, mais vous qui êtes un petit peu moins jeune, vous avez l'expérience de savoir qu'est-ce que c'est la Ramma. Ouais? Qu'est-ce que c'est de parler à un mur? Qu'est-ce que c'est de ne pas rencontrer la bonne personne? Pourquoi? Parce qu'on est en face de quelqu'un qui n'est pas là. Et c'est ça la Yetzirara. La Yetzirara, c'est la... Moi, c'est ce que j'appelle, c'est la proposition au non-être. C'est-à-dire que tu peux ne pas être. La preuve, tu le dis toi-même, c'était plus fort que moi, c'est pas ce que je voulais dire, les choses m'ont échappé, maintenant que je réfléchis, tu as raison. Mais pourquoi toute cette souffrance, pourquoi cette perte de temps? On dit parce qu'il y a un manque d'expérience, parce qu'il y a un manque de maturité, parce qu'il y a un manque d'investissement, parce qu'il y a un manque de compréhension. En fait, c'est parce qu'on n'est pas prêt à sacrifier ce qui est sacrifiable. Je donne le secret. Ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, oui, en fin de compte, c'est une proposition à l'intérieur de nous de ne pas être nous-mêmes. Comme on l'appelle le Yetzirara. Maintenant, les Goïms l'appellent l'amour propre. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle propre, puisqu'il n'y a pas plus sale que ça, ouais. Mais l'amour propre, il est fait de quoi? De l'égoïsme et de l'orgueil. Maintenant, puisque moi, pour être, il faut que je dépasse mon amour propre, et pour que toi, tu sois, il faut que tu dépasses ton amour propre. Donc, on va dire que pour créer un amour commun, il faut détruire deux amours propres. Mais les gens, ils veulent garder l'amour propre. Oui, ils veulent cultiver l'amour propre. Alors, ils sont au conflit maintenant. Parce que maintenant, vous êtes mariés avec deux personnes. Vous me suivez ou... Voilà. En vieillissant, c'est pas évident. Maintenant, encore une fois, non, ça s'appelle la psychorigidité, ça. Ça dépend de quel côté de la Méditerranée vous parlez. Mais en fait, l'idée, c'est ça. C'est que de dire que vous avez une chance extraordinaire. Vous avez l'expérience. Vous avez le recul. Ouais. Vous avez la perception de l'essentiel. Vous n'allez pas vous perdre dans les détails et dans les lourdeurs. Parce que vous savez, au fond, vous savez déjà ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. Et a priori, vous savez ce qu'il faut faire puisque vous le conseillez aux autres. Maintenant, vous pouvez profiter de ça pour fabriquer quelque chose de vrai, quelque chose de pur. Parce que le principal dans la vie, en fin de compte, c'est quoi? C'est d'être soi-même. Et c'est quoi être soi-même? C'est le même que soi. Soi-même. Dans le même que soi, c'est que mon moi intérieur et mon moi extérieur soient les mêmes. Maintenant, quand moi je développe mon moi intérieur, d'accord, et que je le réalise, mon moi intérieur dans le réel, ça s'appelle le moi extérieur. Maintenant, vous me voyez là, vous me voyez. Si vous ne me voyez pas, il faut acheter un chien. Vous me voyez, d'accord. Donc ça, c'est mon moi extérieur. Maintenant, mon moi extérieur exprime ce que veut dire mon moi intérieur. Vous me suivez ou... D'accord. Alors, quand je vais être égal à moi-même, quand je vais être entier, quand je vais être cohérent, quand je vais être vrai, quand je vais être à 100%, quand je vais être pur, quand je vais être généreux, mais pas par calcul, mais par élan du cœur, ça s'appelle que je suis moi-même. Maintenant, la difficulté, parce que moi j'ai une expérience de quelques milliers de couples, c'est que souvent, on n'accepte pas qu'on est marié avec deux personnes.
le Yetzer Hara Tov de la personne, et le Yetzer Hara de la personne. La bonne personne, la mauvaise personne. Des fois, le visage, il change. Ouais, l'autre, il rentre, il fait la tête. Après, il va à la salle de bain, il ressort. Comment ça va, mon amour? Après, il va au salon, il revient. Ah, j'en ai marre, c'est quoi cette bouffe? Ouais. Après, il revient, il dit ah, qu'est-ce que c'est bon, je me suis régalé. Je sais, avec combien de maris t'es marié? C'est compliqué. Une femme, elle m'a dit une fois, elle m'a dit Rav, j'ai découvert le véritable visage de mon mari. Je dis pourquoi vous avez épousé Fantomas? En fait, une personne, elle a plusieurs visages. Jusqu'au jour où elle se décide, ce que nous on appelle faire teshuva, d'accord? Et chez les non-religieux, ce qu'on appelle être cohérent, à être soi-même. C'est maintenant, je vais dire ce que je pense, je vais faire ce que je dis, et je vais dire ce que je pense, et je vais penser ce que je pense. Oui, ça veut dire qu'il faut apprendre à faire ce qu'on dit, ça s'appelle l'honnêteté, ouais, à dire ce qu'on pense, ça s'appelle la cohérence, et après il faut apprendre à penser ce qu'on pense. Maintenant les gens ils disent mais évidemment que je pense ce que je pense puisque je le pense. Par exemple là au moment où je vous parle, vous pensez à ce que je dis, d'accord? Mais le fait que vous pensez à ce que je dis ne veut pas dire que vous pensez ce que je dis. Ah bah ça fait plaisir. J'aurais su, je serais mort hier. Donc non, je rigole, ça aurait pu être pire. D'accord. Mais non, vous auriez pu le penser en plus. Donc, mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'en fait, ça prend des années pour penser ce qu'on pense. Parce que pour penser ce que tu penses, il faut d'abord savoir que tu penses. Après, il faut savoir en toi qui c'est qui pense. Est-ce que tu penses toi ou tu penses en réaction à l'autre? Parce que les gens qui vivent dans le regard des autres, malheureusement, c'est quand même la masse la plus grande. Les gens qui ont ce qu'on appelle l'autonomie existentielle, qui ne sont pas en réaction ou en adaptation perpétuelle dans un espèce de mensonge qui s'appelle le regard de l'autre, ils sont rares, on peut les compter sur les doigts de la main d'un manchot, qui lui-même n'a pas beaucoup de doigts. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est tellement beau d'être soi-même, d'accord, et d'être avec quelqu'un qui est lui-même. Parce que sinon, eh ben, en fin de compte, je ne le prenais pas mal, mais vous allez comprendre de ce que je parle. En fin de compte, c'est la différence entre la coexistence et la cohabitation. Il y a beaucoup de gens qui cohabitent, c'est-à-dire qui mettent ensemble un certain nombre de règles qui permettent de survivre. Et pour des gens qui ont une certaine culture, une éducation, qui sont normaux, on va dire au niveau psychiatrique, bah, ils peuvent continuer comme ça pendant des années. Mais il y a des gens qui ont un projet de coexister. Et la coexistence, c'est le fait que moi j'existe et toi tu existes, et moi j'existe pour toi et toi tu existes pour moi. Mais rappelez-vous que ne peuvent coexister que des gens qui existent. Maintenant, moi je ne suis pas responsable de tes problèmes d'existence qui nous empêchent de coexister. Parce qu'on ne peut pas parler avec un absent ou une absente. Encore une fois, ce discours-là, normalement il est plus adapté à des gens qui démarrent dans la vie, qui ne comprennent rien, qui sont des bébés, qui se prennent la tête, qui s'énervent pour des lourdeurs. Mais vous, grâce à Dieu, vous avez du recul. Oui, vous avez une expérience, normalement. Oui. Donc c'est ce travail-là. Vous êtes censé l'avoir fait. Et même si vous ne l'avez pas fait, vous savez comment qu'il faut le faire. Vous savez comment le faire. Quand vous le faites de manière intelligente, oui, et c'est ça le vrai shalom. Parce que le mot shalom en hébreu, oui, il veut dire paix. Mais il vient du mot shalem. Shalem, c'est quoi? Complet. Et aussi shalem, ça veut dire payer. Parce que Bishvil la shalom, ça veut dire que les shalem. C'est pour ça qu'on dit ma très très chère femme. Ma chère, ça s'écrit cher et cher. C'est vrai, non? Ça s'écrit aussi cher. C-H-A-I-R-E. Mais j'espère que le gars, il a compris que ce n'est pas juste un tas de chair. Puisque malgré qu'elle lui coûte très cher, elle reste chère à son cœur. C'est pour ça qu'il faut épouser une comptable. Comme ça, elle compte pour vous. D'accord? Mais c'est ça l'idée, oui. L'idée, c'est que quand la personne, elle veut faire un avec l'autre, ouais, c'est-à-dire qu'on veut avoir le vrai shalom. Or, puisque shalom, c'est le contraire c'est shalom, c'est shalem, et shalem, c'est le contraire de chasser. Chasser, c'est le manque. Comment on appelle la dégénérescence du manque? La dégénérescence du chasser. Chasra.
C'est ça la chasra, avec un très haut niveau, ce qu'on appelle la chasra gbera, c'est très haut niveau de chasra. Ouais, c'est des gens qui s'appellent des chassidut demshen, des gens qui font la gueule toute la journée. C'est même devenu une religion. Ça s'appelle chez les goïms, ça s'appelle le bouddhisme. C'est des gens qui boudent. Et d'ailleurs, ils veulent plus bouger, ils deviennent chauves de soucis et ils en perdent les cheveux. Et après, ils sont assis par terre comme ça, et avec les jambes croisées, ils ne bougent plus. Et tu leur dis, mais tu boudes? Non, ils ne parlent pas du présent, ils parlent que du passé. D'ailleurs, on le dit, le Bouddha. Maintenant, il y a des gens qui pensent que c'est une mitzvah de faire la tronche. C'est pour ça qu'ils connaissent un seul recette de gâteau, c'est le cake servi en tranche. Mais vous le savez plus que tous. Moi, je le dis depuis des années, mais vous le savez plus que tous. C'est que la vie, elle est courte. Premièrement. Deuxièmement, on va tous mourir. Troisièmement, on n'est pas obligé de mourir de son vivant. Dans tous ces instants-là que tu gaspilles à faire la gueule, à te prendre la tête, à te stresser de ta belle-mère ou de ton poids, qui est une xéramina shamaim, ouais. Donc, tout ce temps-là que tu gaspilles en fin de compte à vivre, ouais, eh ben c'est une petite mort. Parce que les gens, ils croient on vit, après on meurt. C'est faux. Bon, les gens, ils meurent un petit peu tous les jours. La preuve, c'est que la Gemara, elle dit que la vie, elle vient avec le souffle et elle part avec le souffle. La preuve, pourquoi on fait pleurer un bébé dès qu'il est? Ben, pour lui faire comprendre qu'il est dans une famille tunisienne. Non, je rigole. Non, c'est pour le... Non, je vous fais réagir. C'est pour voir qu'il respire. Parce que quand il pleure, c'est qu'il respire. D'accord? Et donc, la vie, elle vient avec le souffle. Et comment quelqu'un meurt? Parce que le dernier souffle. Donc, en fait, on passe notre vie à respirer. Maintenant, le souci, c'est qu'il y a deux manières de respirer. Il y a inspirer et expirer. Maintenant, l'expiration est souvent synonyme de mort. D'ailleurs, on le dit, la date d'expiration. Il y en a qui retournent leur belle-mère en cherchant où est la date d'expiration. Ouais. Quand quelqu'un il expire, il meurt un peu. Ouais. Maintenant, c'est quoi la forme néfaste de l'expiration? Ça s'appelle le soupir. Et sourire et soupir, c'est comme sourire, mais en négatif. Ouais. En fait, quand la personne elle soupire, alors allez-nous, elle meurt un peu. D'ailleurs, le dernier souffle, c'est un soupir. On dit le dernier soupir. Ouais. Il y en a qui sont pleins jusqu'à la fin, parce qu'ils ont dit aïe, même en mourant. C'est pour ça qu'on les appelle des soupirs rail. C'est ça un soupirail, c'est une gueule ouverte. D'accord, mais restez calme. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la personne, elle soupire. Maintenant, quand elle soupire, elle perd des forces. Quand elle inspire, elle prend des forces. Donc maintenant, quand vous inspirez, ouais, pour ça que quand on fait de la musculation, au moment de l'effort, il faut inspirer. Par contre, quand vous relâchez le muscle, il faut expirer. Maintenant, vous pouvez, quand vous avez une belle situation devant vous, un beau coucher de soleil ou quelqu'un qui vous aime, il faut inspirer. D'ailleurs, ça vous inspire. D'accord? Par contre, le contraire, quand c'est quelque chose de négatif, vous l'avez sur le cœur, il faut vite l'extérioriser, il faut l'expirer. Donc, vous expirez le négatif, vous inspirez le positif. Vous suivez? Voilà. Maintenant, le souffle, c'est la neshima. La neshima, c'est la neshama. Un truc très intéressant. Ma mère, elle me disait qu'au Maroc, quand ils ont appris les lois de Nida, ouais, ils n'avaient pas le Shulchan Aruch et tout. Ils apprenaient d'une maman à une maman. Une maman à une jeune fille. Elle disait, quand tu es Nida, il ne faut pas que tu sentes le souffle de ton mari. Ça peut t'amener la Nida. Et moi, toujours, je me demandais, pourquoi on s'embrasse sur la bouche? Pourquoi on ne s'embrasse pas sur les oreilles ou sur le doigt de pied, le pouce? Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, la neshama, elle passe par la neshima. D'accord? Et on a dit que l'amour, c'est la rencontre des deux volontés. Et le souffle, c'est la représentativité de la volonté. La preuve, c'est que les gens, pour leur apprendre à maîtriser leur volonté, on leur apprend à maîtriser leur souffle. Donc le mélange des deux souffles, c'est le mélange des deux neshamot. Vous me suivez ou non? Maintenant, puisque le souffle, il exprime l'expression et donc l'existence, ouais, donc il faut avoir toujours un bon souffle. Il faut avoir une bonne respiration. C'est pour ça que les gens qui stressent, on leur dit respirez un bon coup. Parce que quand vous stressez, en fait, inconsciemment, vous arrêtez de respirer.
Quand vous arrêtez de respirer, le cerveau n'est pas alimenté en oxygène. Donc il envoie un signe de panique. Et vous stressez encore plus. Du coup, vous avez encore plus peur. Parce que moins vous comprenez, plus vous paniquez. Et quand quelqu'un il se panique, c'est déjà qu'il est un peu espagnol déjà. Ouais. Non, j'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez, parce qu'il y a des gens qui arrivent à dormir avec les yeux ouverts. Juste, ils bougent un peu la tête comme ça, comme le chien en plastique à l'arrière de la R12. D'accord? Mais... Et vous, bah, au Hachem, je sais que ça n'existe plus, mais je ne sais pas à quelle génération je m'adresse. D'accord? Donc, mais... Ah, faut pas me piquer, moi je suis armé. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, donc quelqu'un m'a dit, vous avez une répartie qui est proche de la vitesse de la lumière. C'est normal, puisque j'ai fini le cours avant de commencer. Donc c'est quoi l'idée? Non, ne rigolez pas, mais la montre du Maharal de Prague, elle allait dans le sens inverse. La montre du Maharal de Prague, elle allait dans le sens inverse. Bon, si vous avez un jour 8 ou 9 heures, on pourra philosopher sur le temps. Mais cette notion-là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire qu'en fin de compte, une personne, c'est quoi? Une personne, c'est une volonté. Ouais, Ratson, Adam ou Maoto, dit Rav Dessler. L'essence de l'être, c'est que de la volonté. Enfin, un homme, c'est une grosse volonté avec une peau très fine dessus. Pareil pour une femme. Ouais. Maintenant, je dis la vérité, il y a des gens, c'est le contraire. Ils ont un corps très très épais avec une volonté très fine, voire de fibre optique. Ouais. Ça s'appelle de la nano-volonté. Ça, c'est... D'accord? C'est-à-dire, le moi, il est tellement loin que c'est pas de la psychologie, c'est de la spéléologie. Il faut aller à l'intérieur. Mais vous, encore une fois, vous avez votre expérience, vous avez votre vécu, et vous avez, excusez-moi de le dire, vous avez droit au bonheur. Vous y avez droit, c'est normal, d'accord? Parce que vous avez donné, au Hachem, à votre mariage, pour ceux qui ont été mariés, vous avez donné à vos enfants, vous avez donné à vos petits-enfants, donc vous avez le droit. Vous avez le droit, ouais. Les gens m'appellent, ils me disent, mais Rav, j'ai droit à un petit peu de bonheur. Il faut trouver, c'est pas évident. Là, vous commencez par la fin, là. Bah, vaut mieux, comme ça c'est plus rapide. Oui, je sais pas, non, sinon je peux faire des coupes tout de suite, si vous voulez. On met des papiers, on tire et advienne que pourra. Mais l'idée, c'est ça. Il faut absolument que vous me trouviez du scotch cachère parce que j'ai un problème d'intervention. Vous savez qu'il y a... Non, il y a une loi constitutionnelle auquel il ne faut jamais renoncer, c'est le droit de se taire. Donc, non, je dis ça parce que je vous explique pourquoi. Parce que comme je n'ai pas de feuilles et que j'improvise, donc à chaque fois que vous me coupez, ça me fait perdre le fil. Maintenant, je ne sais pas ce que vous voulez. Si vous voulez juste un sandwich, c'est bien, mais si vous voulez un vrai tagine bien cuit, fermez-la. Alors donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué, on est entre nous, on est en famille, hein, je peux me permettre, vous le prenez pas mal et de toute façon, ça change rien. Bon, mais ce qui est marqué ici, c'est marqué une chose extraordinaire. C'est que quand vous êtes dans une logique, encore une fois, où vous avez l'intelligence de profiter de votre expérience, c'est-à-dire de faire preuve de maturité, d'avoir du recul, parce que c'est comme quand des gens ils m'appellent, ils ont 35-40 ans. Ah mais Chétrit, est-ce que vous pouvez me mettre en contact avec tel et tel? Je dis écoutez, vous avez 35 ans. Si vous avez 18 ans, je dis ok, on va faire attention. Il ne faut pas faire des bêtises, n'importe quoi. Ouais, chazvé shalom, l'oralinu simsilenu. Ouais. Mais quand vous avez 45 ans ou quoi, ça va, vous êtes des adultes. Ou vous êtes venus pour faire des bêtises, ou vous êtes venus pour construire. Alors imaginez avec quelques années de plus que 45. Ouais. Donc vous avez encore plus de recul. Ouais. Et d'avoir un rapport d'adultes, de gens intelligents, qui disent écoute, on peut être des compagnons, on peut être ensemble, on peut se marier, d'accord, mais en sortant de toutes les névroses qui vont autour. Parce que la difficulté, c'est quoi? C'est que quand on a dit qu'il faut faire preuve de bonne volonté, ça veut dire que c'est quoi la bonne volonté? La volonté, ça sert à une chose, ça sert à traverser les obstacles. La volonté, ça sert à comprendre. La volonté, ça sert à traverser les choses. C'est pour ça qu'on a besoin de la volonté. Parce que la volonté, c'est le moteur. Vous savez, là, je m'excuse de vous le dire, mais la meilleure chénifie du monde, quand vous enlevez la prise, la musique s'arrête. Pourtant, tu l'as payé 120 000 euros, la chénifie. C'est une spéciale. Oui, premièrement. Et deuxièmement, quelle est la différence entre un ventilateur et une chénifie? Dans le même esprit. C'est que quand vous débranchez la chénifie, la musique s'arrête. Mais quand vous débranchez le ventilateur, il continue à tourner. C'est ça le mensonge. C'est que tu continues à faire comme si tout allait bien, alors qu'en fait, le courant ne passe plus entre nous. C'est ça qu'on appelle ça faire du vent, et souvent, d'ailleurs, qui termine dans la clim. Ouais. C'est du vent.
Ouais. Maintenant, vous avez encore une fois. Qu'est-ce qu'il me fait? Ouais. Vous avez cette expérience. Il ne veut plus enregistrer. Il enregistre, tiens? Oui. C'est bon. Donc, cette expérience-là de bonne volonté. Donc, il faut avoir l'intelligence, d'accord, quand vous voulez créer une communion quelconque, de le faire avec un esprit de bonne volonté. La bonne volonté, encore une fois, ça sert à construire et ça sert à éviter de détruire. Ça veut dire que la personne, parce que c'est marqué, Sourmera ve asetov. Écarte-toi du mal et fais le bien. Sourmera, ça veut dire lutter contre ce qui détruit. Et asetov, c'est construire. Parce que tov dans la Torah, ça veut toujours dire construire. C'est pour ça que quand quelqu'un se marie, on dit mazal tov. Parce que l'homme est incomplet sans la femme et la femme est incomplète sans le mari. Quand ils se rencontrent, ils sont complets. Donc on dit mazal tov. Maintenant, quand le mazal de l'homme n'a pas rencontré le mazal de la femme, ou le mazal de la femme n'a pas rencontré le mazal de l'homme, on dit mazal majeur. D'accord? Donc, c'est pas grave. C'est de l'arabe, mais parce que je suis obligé d'introduire un certain nombre de mots en arabe pour permettre l'intégration à la société française. Mais cette logique-là, comme du mari, on ne va pas se voiler la face. Maja, excusez-moi, je prononce mal parce que j'ai quitté l'Algérie à 1 an et bon, c'est pas de ma faute. Bien que j'habite dans un pays musulman, mais c'est quoi l'idée? C'est la France quand même. Mais cette idée-là, c'est quoi? C'est Sourmera ve asetov. Maintenant, à chaque fois qu'on crée une réalité, on doit faire attention sur ce qui nous détruit, ouais, et mettre en place ce qui nous construit. Si quelqu'un ne fait juste que l'effort de construire, eh ben, il y a des choses qui arrivent et il s'y attendait pas et ça casse tout. Ouais. Et si quelqu'un il fait juste l'effort de ne pas détruire mais qui ne construit pas, et ben, au bout d'un moment, il est fatigué de lutter contre ce qui détruit. Vous me suivez ou non? Voilà. C'est pour ça que dans la Torah, il y a des mitzvot assez, mitzvot lota assez. La mitzvot assez, c'est que la Torah te dit d'agir. Là, c'est écrit 248 fois agis. Et 365 fois, c'est marqué n'agis pas, ne faute pas. Maintenant, il y a 365 interdits et 248 obligations. Maintenant, le Maharal, il dit que, le Ramban, il dit que les interdits apprennent la crainte de Dieu. Et les obligations apprennent l'amour de Dieu. Maintenant, si vous prenez ça dans le couple, c'est exactement la même chose. Dans le couple, il y a les droits et les devoirs. D'accord? Dans le couple, il y a le chesed, et il y a la ahava, et il y a le respect. Maintenant, le respect, c'est ce que tu ne dois pas faire. Ouais, et le chesed, c'est ce que tu dois faire. Le chesed construit. Parce que quand tu t'impliques avec quelqu'un, automatiquement, la personne, elle reçoit. Maintenant, qu'est-ce qui fait que quand on donne, on est relié? Parce qu'on dit Olam Chesed Libanais. C'est-à-dire que le monde est construit par la bonté des Libanais. C'est connu, d'accord? Donc, Olam Chesed Libanais, parce que quand moi je vais donner, en fait, je vais donner de moi. En français, on appelle ça le don de soi. Maintenant, quand je donne de moi, je prends de moi pour donner. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que dans chaque don, il y a un petit sacrifice. Maintenant, ce don de moi que j'ai donné, ouais, donc j'ai créé un espace en moi, un espace de moins moi. Maintenant, pourquoi j'ai besoin de cet espace de moins moi? Pour que quand l'autre va me faire le don de soi, je vais accueillir son moi en moi. D'accord? Et comme l'autre a fait l'effort de donner, il a créé un espace de moins moi, dans lequel il va accueillir mon moi. Donc maintenant, mon moi, il est chez lui, ouais, et son moi, il est chez moi. Ça va? Oui. Maintenant, après, il va falloir reconnaître, attention, son moi en moi, et non pas reconnaître mon moi en lui. Bah oui, parce que mon moi en lui, ça veut dire, tu as vu tout ce que je t'ai donné, ouais, et son moi en moi, c'est, écoute mon amour, tu m'as tout donné. Vous me suivez? Vous sentez la différence? Voilà. Ça s'appelle construire, ça s'appelle détruire. Ça s'appelle rapprocher, ça s'appelle créer la distance. Maintenant, Ibané, bonnet, c'est pas juste un caractère juif. Une fois, je rentre dans un commissariat, le gars il m'a dit, vous enlevez la kippa, c'est un signe ostentatoire. Je lui ai dit, vous voulez pas que j'enlève mon nez aussi?
J'aurais pu l'enlever parce que néanmoins je reste moi-même. Mais l'idée c'est ça. C'est que mon moi, ouais, je te le donne. C'est ça le don de soi. Et c'est vrai dans un couple. La femme, elle donne tout à son mari. Le mari donne tout à la femme, a priori. Ouais. Parce que quand on a donné ses années, on a donné son corps, on a donné ses intérêts, des fois on a donné sa carrière, parce qu'on pouvait être une grande... Et on a donné des enfants. Donc, vous savez que la femme n'a pas de mitzvah d'avoir des enfants. Mais le mari, oui. C'est que quand vous passez 20 heures sur la table de travail à accoucher, lui, il peut frimer à la synagogue. Bien qu'il n'a rien senti. Mais c'est quoi l'idée? Parce que si un homme, il n'avait pas une mitzvah, il ne ferait pas d'enfant. Alors que la femme, elle veut faire des enfants, donc elle n'a pas besoin de mitzvah. Femme tout l'aile. D'accord? Donc cette idée, c'est quoi? C'est que moi, je vais donner de moi, et toi, tu vas donner de toi. Maintenant, l'intelligence, c'est de comprendre que ces deux moi-là, ils forment le nous. C'est pour ça que la grande question, c'est est-ce que le nous, c'est toi et moi, ou est-ce que le nous, c'est ni toi ni moi? Alors je sais ce que vous allez dire, mais si c'est ni toi ni moi, c'est qui? Quelqu'un d'autre. Alors je vous dis l'idée. Le ni toi, en fait, c'est le ni mauvais toi. C'est le ni orgueil toi. C'est le ni égoïste toi. C'est ce ni-là. C'est celui-là qu'il faut enlever. Donc c'est ni moi, parce que c'est le bon qui va passer, parce que j'ai enlevé le mauvais. Ouais, c'est ça, zachou. On a dit zachou, zach. C'est-à-dire qu'on a trié, on a enlevé le négatif. Toi aussi, tu as enlevé le négatif. Donc on se retrouve avec du nous. Ouais, pour ça qu'on dit nous, c'est ce qui fait avancer nous. Ouais. Et bien ce mélange-là, du meilleur de toi-même et du meilleur de moi-même. Donc encore une fois, vous avez eu le temps de l'affiner, ce mois. Il n'est pas né ce matin. Ce n'est pas les gamins qui ne savent même pas qu'ils existent, ou alors qui sont convaincus que c'est l'autre qui les empêche d'exister. Ouais, en existant. Donc il faut avoir cette bonne volonté de dire écoute, ouais, toi tu es un gars gentil, moi je suis une fille gentille. De toute façon, les années qui nous restent, ouais, que ce soit sur 20 ans, 30 ans ou 50 ans, on veut faire du bien. On veut être bien. Alors viens, on remplit des conditions. Maintenant, de la même manière qu'il y a des conditions pour construire le Mishkan, c'est-à-dire pour ramener la présence divine, il y a des conditions pour construire une maison. Et c'est logique. Ouais, c'est logique. Parce que c'est quoi le mariage? Tu prends un homme et une femme, tu les mets dans une barque. Tu leur donnes une rame chacun et tu les envoies dans la mer. Et quand ils sont vraiment dans la mer, je ne l'ai pas dit. Ils vont ramer. Et le fait de ramer, c'est ça qui les rapproche, c'est ça qui les élève. D'ailleurs, on le dit, rame Vénissa, rame et élève-toi. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a plusieurs manières de ramer. Il y en a qui vont ramer, un seul qui rame, l'autre qui rame pas. Il dit, j'ai pas besoin de ramer, de toute façon, j'ai jamais vu mon père faire des efforts. Ok, mais ta mère, elle s'est pendue, c'est vrai, d'accord. Donc, si on a un seul qui rame, ouais, qu'est-ce qui se passe? Le bateau, il tourne en rond. Maintenant, il y en a qui rament par intermittence. Ouais, pendant 2 ans, c'est un qui fait les efforts. Après, il dit, oh, j'en ai marre. L'autre, il dit, ok, c'est moi qui fais les efforts. Après, il dit, j'ai réfléchi, c'est moi qui fais les efforts. Alors, ça s'appelle en français la série des rendez-vous manqués. Moi, j'ai eu des milliers de couples. Quand ils te racontent l'histoire, tu dis, mais il faut mettre les pendules à l'heure, les gars. Ouais, parlez en même temps, engueulez-vous en même temps, expliquez-vous en même temps et réconciliez-vous en même temps. Mais à quoi ça sert qu'au moment où toi tu veux faire l'effort, l'autre il dit j'en ai rien à faire, après il revient, voilà, en attendant pour arranger les choses, mais toi maintenant tu t'es vexé, tu dis c'est trop facile, après il faut que tu payes pour les années où j'ai souffert, mais pendant ce temps-là le temps il passe. Donc il faut faire le contraire, il faut dire on est dans une logique de bonne volonté. Comme moi par exemple je suis venu pour faire un cours, ouais, vous savez ça. Maintenant la vérité je ne sais pas de quoi je vais parler, mais j'avais une volonté de parler. Vous me suivez ou non? Vous, c'est pareil. Vous ne savez pas ce que je vais dire. Mais vous avez une volonté d'écouter. C'est la communion des volontés qui fait qu'on crée la communication. Puisque communication, c'est communiquer. Communiquer, c'est commun. Commun, c'est comme un. Donc en fait, on communique parce qu'on crée des choses communes. Mais si on n'a rien en commun, comment veux-tu qu'on communie et qu'on soit en communion?
Alors les gens, ils font ça. Ils cultivent les individualités. Donc en fait, ils augmentent la fracture. Et après, au bout d'un moment, ils disent, tu sais quoi, je vois vraiment pas qu'est-ce qu'on fait ensemble. Finalement, j'ai pas besoin de toi. Je suis autonome. Je suis clair. Tu m'apportes rien. Physiquement, c'est plus ça. La pizza, je l'ai mangée depuis 20 ans. Peut-être que j'ai envie de prendre du bassari maintenant. Les goïms, ils appellent ça la routine. Mais c'est vrai qu'on peut attraper la routine, à condition qu'on dort toujours avec la même personne. C'est pour ça qu'il faut non, évoluer. Il faut quoi? Il faut évoluer. Si toi tu évolues, ton mari il trouve une nouvelle femme. Si lui il évolue, toi tu trouves un nouveau mari. Mais si on n'évolue pas, ah ben, tu dis combien on peut remanger la même pizza? Combien? Vous me suivez ou... Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut être dans une logique de positivisme et d'évolution. Mais dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel système, on a besoin d'être rassurés mutuellement. Je ne vais pas te donner, si je ne peux pas te donner 100 millions d'euros sans avoir un shtar, je ne peux pas te donner ma vie sans avoir des garanties. Maintenant, le fait même que chacun il veut rassurer l'autre, ouais, c'est déjà une base du couple. Pourquoi? Parce que vous savez comment on mesure l'âge de la matière? Avec le carbone 14. Maintenant, moi personnellement, qui n'ai jamais suivi de formation, parce que j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, donc ça m'a fait gagner un temps fou. Bah oui, parce que quand tu apprends les études, tu es obligé d'apprendre toutes les théories fausses avec la dernière qui est bonne. Mais moi, quand je n'ai pas appris le faux, je ne suis pas embourbé de tout le faux, il ne me reste que le vrai. Moi j'exagère, mais c'est beaucoup plus grave. Ouais. Donc, j'ai compris que, en fin de compte, à quoi on mesure l'intensité existentielle d'un couple, ouais, c'est pas le temps qui passe, le nombre d'enfants, ça c'est rien ça. Les enfants ça naît, c'est une maladie cyclique. Le temps qui passe, bah, tu peux rien faire la montre à l'avance. Ouais. La seule chose qui permet de mesurer l'intensité existentielle d'un couple, c'est le degré de solidarité. C'est renversant. Ouais. C'est-à-dire, est-ce qu'on est solidaire ou on n'est pas solidaire? Alors si après 15 ans de mariage, c'est encore moi et toi et ta famille et ta mère et ton frère et mon argent et ton argent et ta chambre et ta vie, si on en est encore dans les tues et les jeux, c'est un jeu qui tue. Hein. Et moi j'écoute les gens, je dis mais j'entends pas nous. Où il est le nous? Ouais, nous avons ce problème, nous avons réfléchi, nous nous sommes cassés la tête, nous avons travaillé, nous avons obtenu un résultat. Ça c'est un travail de couple. D'accord? Mais toi, tu t'es vu, qu'est-ce que tu crois? Vous, les Tunisiens, toi, ta race, toi, vous, les Marocains, vous, les Constantinois. Et ouais, jusqu'à quand? Ça fait 28 ans qu'on est mariés. Jusqu'à quand tu vas me parler de mes parents? Ils sont morts, de toute façon. Le mieux qu'ils ont pu faire, comme Hessed, ils sont morts. Ils ne peuvent pas faire mieux. Tellement ils t'ont dérangé, ils ont dit, allez, on va arrêter de le saouler, on s'en va. Et avec ça, ils sont partis juste avant les fêtes, comme ça, il n'y a pas de deuil. Et encore, tu me parles d'eux. Je vous donne le secret. Quand quelqu'un il se concentre sur un faux problème, c'est au détriment du vrai problème. Il faut juste trouver le vrai problème qu'il y a derrière le faux problème. Parce que le prestidigitateur, le magicien, il a deux mains. Jamais vous verrez un manchot qui est magicien. Parce qu'il a besoin des mains. Parce qu'une main, c'est pour vous occuper l'esprit. Et une main, c'est pour aller chercher le pigeon. Et quand vous comprendrez que le pigeon, il n'est pas caché, ouais, dedans, il est assis dans le public en face. Donc c'est là que vous devenez intelligent. Ouais. Donc c'est pareil. Il faut des conditions. Une des conditions, on a dit, c'est quoi? Parce que le projet, c'est d'atteindre la solidarité. La solidarité, c'est quoi? C'est d'être lié. Parce que vous voyez ces deux trucs-là. Imagine ces deux plaques de métal. D'accord? Ils ne sont pas liés. C'est du métal. Comment je vais les relier? Je vais prendre un chalumeau et je vais chauffer la surface extérieure de celui-là et de celui-là. D'accord? Et après, je vais les presser l'un contre l'autre et je vais attendre. Qu'est-ce qu'il va savoir? Il va y avoir une interpénétration au niveau des atomes. Maintenant, ils vont être liés. Ça s'appelle la soudure en français. Je ne peux plus les séparer, ils sont soudés. Mais qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai chauffé? J'ai créé de l'émotion. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai mis la pression? J'ai fixé des règles de respect. Et le respect, et là, à Ava, ça crée la soudure. Ça va? C'est pour ça qu'on est solidaire. Maintenant, dans n'importe quel sujet, de savoir comment on achète la maison,
ou qu'on choisit les meubles Ikea, ou qu'on fait les deux, on fait les enfants par amour. Parce que c'est toi, tu veux absolument avoir un quatrième et que lui, il n'en veut pas. Ouais, alors tu dis, je l'ai fait dans le dos. Mais c'est dangereux. Parce que vous avez un enfant qui n'est pas né d'amour, ouais, il lui manquera toujours quelque chose. Parce qu'il a besoin de l'influx du père et l'influx de la mère. Alors si l'autre, il est inconscient, parce qu'il s'est préservé hâtivement de la grossesse, qu'on appelle un préservatif, ouais, alors après, cet enfant-là, il va lui manquer le père. Et le père, c'est la structure mentale et la force d'affirmation. Après, imagine-toi le genre de difficulté pour l'éduquer. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est que même les enfants, il faut les faire en communion. Même ranger la chambre, ça se fait en communion. D'accord? Mais même une discussion, ça se fait en communion. Maintenant, tous les exercices de communion créent l'union. Donc plus on va faire de la communion, mais pour faire de la communion, il faut avoir des règles. Vous suivez ou non? Donc toutes les choses qui peuvent créer de la fracture, il faut les gérer. Par exemple, j'ai eu plusieurs cas de familles reconstituées, d'accord? Des gens un peu plus jeunes que vous, qui se marient, avec un avec 4 enfants, l'autre avec 3 enfants. Donc ils n'ont pas commencé, ils en ont déjà 7. Maintenant, il y a une règle en astronomie, c'est que les planètes, elles ne sont pas trop proches l'une de l'autre. Parce qu'il y a 2 planètes et il y a des satellites qui tournent autour. Maintenant, quand on va rapprocher les planètes, le problème, c'est que les satellites, quand ils vont arriver au milieu, c'est justement les satellites qui vont séparer les planètes. Alors quand j'ai des gens qui m'appellent et disent oui, il parle mal à mon fils, hein, je dis mais madame, vous vouliez épouser un homme ou un père pour vos enfants? Il faut bien définir. Si vous voulez un homme, vous dites tu n'interviens pas dans l'éducation, ok. Si tu dis je veux que tu sois le père de mes enfants, ne dis pas tu fais des erreurs puisque tu t'es marié pour le meilleur et pour sa mère. D'accord? Donc automatiquement, il va y avoir des chocs. Donc les gens, le but d'un remariage, par exemple avec des enfants, c'est de créer le lien entre les 2 planètes et ensuite tous les satellites tournent autour. Oui? Ça veut dire que ça, c'est-à-dire que tu as anticipé que l'enfant, ça peut être une cause de conflit. Il y avait une dame en Amérique du Nord qui a rencontré quelqu'un, les enfants ne voulaient pas qu'elle se remarie. La pauvre, elle a perdu son mari. Elle est restée des années avec un monsieur sans avoir la permission de ses enfants. Mais moi je dis ses enfants, mais qui non mais je veux dire que on peut pas tenir compte forcément. Ouais, toi tu as fait ton deuil, tu as fait ce que tu avais à faire. Maintenant eux ils vivent ça comme une trahison, mais eux ils sont avec leur mari et avec leurs enfants. Toi tu es seul. Jusqu'à quel âge tu dois te sacrifier? On dit oui mais ça nous dérange, on a des images dans la tête, on pense à papa. Papa aussi il pense à moi. Et c'est la vie, c'est pas grave. Vous me suivez ou non? C'est des étapes nécessaires. Maintenant, si on est intelligent, oui, le poids, on s'en sert pour avancer. Si on est bête, le poids, on s'en sert pour immobiliser. Donc, est-ce que tu vas balader des boulets toute ta vie? Oui? Ou alors non. Tu vas, parce qu'avec un poids, on peut faire une roue, et la roue, elle avance, pourtant elle pèse, mais elle avance. Ou alors non, elle va être un boulet et elle va te bloquer sur place. Mais ça, c'est des choses dont il faut parler. D'accord? Comment ça va fonctionner avec les enfants? Comment ça va fonctionner avec les petits-enfants? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, vous êtes des personnes. Vous êtes des personnes. Une personne, elle a un parcours de vie. Dans le parcours de vie, il y a des choses qui apparaissent. D'accord? Il y a des choses qui apparaissent. Il y a un mari qui apparaît, il y a une femme qui apparaît. Après, des fois, il y a des enfants qui apparaissent. Après, il y a des petits-enfants qui apparaissent. Après, il y a de l'argent qui apparaît. Il y a des propriétés qui apparaissent. Mais il faut quand même savoir une chose qui est dure à dire. Mais ça reste votre vie. Ça reste votre vie. Alors après, il faut décider quelle est la différence entre abnégation et autodestruction. D'accord? Et est-ce que les enfants ont le droit de décider si moi, maintenant, à partir de maintenant, je suis un objet, j'ai plus droit au bonheur? Pourquoi? Pourquoi? Alors empêche-moi de respirer, comme ça j'arrête de déranger. Non, je respire, et je mange, et je dors, et j'ai mon autonomie, et j'ai mon argent, et c'est normal. Ça veut dire que cette logique-là, c'est qu'on doit avoir un regard, maintenant, où j'en suis, qui je suis, comment ça se passe. Parce que bon, ils ont beau être gentils et tout ça, eh ben nous aussi, on doit faire notre vie. Et c'est pas de l'égoïsme. Mais non, parce que les gens, ils confondent le respect de soi et l'égoïsme. Me suivons. De penser à soi, c'est pas de l'égoïsme.
Des fois, une maman, elle m'appelle, elle me dit Rabbi Chetri, je suis en pleine dépression et tout. Je dis madame, il faut partir 2 semaines en vacances. Elle me dit je peux pas, je suis une maman responsable, je suis une maman mature, je ne peux pas laisser mes enfants. Je dis mais écoutez madame, il vaut mieux que vos enfants ils aient une maman absente 2 semaines qu'une maman dépressive pendant 2 ans au lit qui vomit et qui pleure. Vous allez dire oui, mais des fois c'est difficile de décider. C'est normal, pourquoi? Parce que dans chaque choix, il y a un renoncement. Ça s'appelle ça l'embarras du choix. Ça veut dire que quand tu vas choisir, tu vas renoncer à quelque chose. Et bien peut-être que tu peux renoncer parce que tu as déjà bien payé, tu as fait ce que tu avais à faire. Grâce à Dieu, les enfants, ils sont éduqués, ils sont mariés, ils sont autonomes, ils sont bien dans leur religion. Ben toi, c'est normal que tu penses à toi. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est normal. Parce que pourquoi ils vont avoir une grand-mère souriante si elle est obligée de se sacrifier sous prétexte qu'il y a une image que à l'époque elle était la femme de papa? Eh ben le temps il passe. Comme toi tu étais le mari d'une certaine femme. Maintenant si le bon Dieu il a pensé que le partenariat il s'arrêtait à telle date, ouais, et parce que c'est lui qui l'a décidé, parce que vous savez que les 3/4 des gens meurent le jour de leur mort. Non, parce qu'on dit il est mort jeune, il est mort vieux. Mais en vérité, on meurt le jour de la mort. Et le jour de la mort, il est fixé au moment de la conception. Donc si quelqu'un doit mourir à 49 ans, parce que c'est fixé dans son mazal, donc à 48, il est vieux. Donc en fait, nous, par esprit d'espoir et de... Alors on dit si Dieu veut à 120 ans, quand il a 40 ans, tu dis à 120 ans, quand il a 60 ans, tu dis à 120 ans. Mais quand il a 120 ans, tu dis à ce soir. Et voilà. Non, c'est rien, c'est de l'humour noir. Mais il faut être ashkénaze pour comprendre. D'accord. Mais cette logique-là, c'est quoi? C'est que la personne, en fin de compte, elle va fixer des règles. Maintenant, les règles, elles sont nécessaires pour les deux. Vous me suivez ou non? C'est comme si toi, tu dis, écoute, tu dis, bon, moi, je veux qu'on parle de l'argent. Comment ça va se passer? Eh ben, il n'y a pas de différence entre parler de l'argent ou parler de rester en Eretz Israël ou d'aller vivre ailleurs ou de parler comment ça va se passer avec les enfants. Tous les sujets sont intéressants. Pourquoi encore une fois? Parce que pour ça que je vous ai dit en préliminaire qu'on se sert du sujet pour créer de la communion. Parce que rappelez-vous que avec des pierres, on peut faire un pont, on peut faire un mur. Un sujet, c'est des pierres, ça s'appelle du chomer. D'accord? Maintenant, on doit parler de l'argent. Alors viens, on parle. Maintenant, toi, tu as besoin d'être rassuré, moi, j'ai besoin d'être rassuré, c'est normal. Oui? Comme si quelqu'un, il est coléreux. Quelqu'un, il est coléreux. Il dit, bon, voilà, je t'aime, je veux t'épouser et tout ça, je te trouve super, c'est super, on va être très heureux tous les deux. Bon, la femme dit, écoute, mon amour, je veux bien qu'on se marie, mais j'ai un problème, c'est que tu es coléreux. Ah, bah écoute, c'est pas grave, tu sais, on est comme on est, ma mère m'a supporté, mais combien de Prozac elle a pris? D'accord? Donc, tu dis, écoute, peut-être que si vraiment tu veux te marier, tu dois faire un petit travail, si c'est né de changement, au moins d'aménagement. Mais dans cet effort d'aménagement que tu fais par rapport à ta colère, en fin de compte, tu l'as fait par solidarité par rapport au couple que tu veux construire. Parce que toi, tu fais un effort vers moi, et moi, je fais un effort vers toi. De la même manière, peut-être que toi, tu as un défaut aussi. C'est un défaut, des fois, qui existe, qui s'appelle le fait d'être laxatif. Il y a des gens laxatifs. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est des gens qui sont laxatifs. C'est-à-dire, dès que tu les rencontres, ils te créent une espèce d'accélération du transit. Tu dis, ça se retrouve dans l'informatique d'ailleurs, puisque l'informatique, on range des choses par fichier. Donc c'est... D'accord? Non mais j'ai rien dit, moi. Oh là là, mais... Ah, je vous sens mal, là, c'est extrêmement gênant. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui sont laxatifs. Où t'étais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me réponds pas? Pourquoi tu réponds pas au texto? Pourquoi elle t'a regardé? Tu l'as regardé? Il y a des gens laxatifs. Ils n'ont pas cette fluidité existentielle de dire allez, c'est bon, tout va bien. Ouais, bah c'est pas encore cuit, c'est pas cuit. Pourquoi c'est pas cuit? Comment ça se fait que c'est pas cuit? Et tu m'as dit que c'est cuit. Mais c'est toi qui es cuit, Abrel. Ouais. Donc il faut avoir cette légèreté. Ça, c'est ce qu'ils disent les Chachamim, Leolam, Tedarto, Sheladam, Meurevet, Imaberiot. L'esprit d'un homme doit être mélangé avec les créatures. Meurav. C'est quoi Meurav? C'est mélanger. Mais Arev, ça veut dire mélanger. Mais ça veut dire aussi doux. Va Arevna. Chlou en anglais. Ouais. Ça veut dire aussi responsable, garant, Arev, qui Arev. Ouais.
Alors, comment le même mot, il veut dire doux, responsable et, qu'est-ce que j'ai dit? Et mélanger. Alors, je te dis pourquoi. Parce que pour se mélanger avec l'autre, c'est-à-dire de s'engager à être relou, il faut que tu t'y engages. On ne peut pas être gentil par nature. Parce que ça s'appelle trop bon, trop long. Trop long à réagir. Il faut bien prononcer, hein, ça peut créer des quiproquos. D'accord? Donc ça veut dire que la personne, ouais, elle doit... De quoi je parlais? Non, avant. Mélanger leur Mais on- Voilà, c'est que je veux me mélanger avec l'autre. Comme moi, par exemple, je vous parle. Moi, j'essaie de me mélanger avec vous. C'est-à-dire de vous comprendre, d'essayer de fonctionner, de voir dans votre visage que vous comprenez ce que je dis, que ça vous intéresse, que je ne suis pas trop lourd, pas trop long. Ouais. Donc je me mélange avec vous. D'accord? Vous aussi, vous devez vous mélanger. Sinon, ce n'est pas de la communion, ce n'est pas de la communication. Donc, de la même manière, quand on veut créer quelque chose en commun avec quelqu'un, il faut lui dire, écoute, qu'est-ce que tu veux? Tu veux coexister ou tu veux cohabiter? Tu fixes. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on soit juste l'un à côté de l'autre? D'accord? Ou tu veux qu'on soit ensemble? Alors, les gens disent, ah bah écoutez, c'est pas évident, hein, parce qu'il y a un certain passé, il y a un certain... Tout est arrangeable. Pourquoi il y a des avocats? Pourquoi il y a des notaires? Pourquoi il y a des comptes? Ça, c'est par rapport à l'argent. Alors, pourquoi il y a des midotes? Pourquoi il y a de la parole? Pourquoi il y a du silence? À cause de ça, pour mettre ça en place. Maintenant, encore une fois, pas seulement dans une logique de mettre des règles, c'est aussi que le travail qu'on va faire pour régler ces conflits, ou ces graines de conflits, c'est ce qui nous rapproche. Parce que vous savez, le shalom, c'est une grande question. 2 minutes. Est-ce que le shalom, c'est le résultat obtenu, ou le shalom, c'est les efforts qu'on a fournis pour l'atteindre? Vous me suivez ou non? Parce que quand on travaille ensemble, à la fin, on est en commun. Ou alors on dit non, on a fixé un certain nombre de règles, et puis on s'entend. Ça va. Ouais. Non, c'est pas ça le shalom. Le shalom, c'est le travail qu'on a fait ensemble. Parce que maintenant, moi, toi, tu vas me faire des courses. Eh ben, je vais aller avec toi. Pourquoi? Je sais que tu n'aimes pas. D'accord, mais je vais être avec toi. Ok. Après, tu dis, bon, mais j'ai un petit souci avec mon fils. Ben, tu veux qu'on en parle? Alors, on en parle. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on crée de la solidarité. Et la solidarité rend solidaire et rend solide. Pourquoi? Parce que on a dit que shalom, c'est shalem. Le contraire de shalem, c'est chasser. Et c'est aussi séparé. Maintenant, mahloket, c'est la querelle. Dans mahloket, il y a les chalek séparés. D'accord? Et quand vous écrivez mahloket, mem, chet, lamed, kouf, tav. Les lettres du milieu, c'est chelek. Parce que la mahloket, elle vient du fait que tu prends la distance avec l'autre. Tu te sépares. Tu es mechalek. Ouais? Et la première lettre et la dernière lettre, c'est mem, tav. Met. Ça veut dire, pour ça que toujours le Ramban il dit Bechol makom chez yesh pirud yesh mita. Là où il y a la séparation, il y a la mort. Pour ça que Shabbat, on ne peut pas cueillir un fruit sur un arbre. Parce que quand tu le cueilles, tu le sépares de sa source de vie. Et ça, ouais, tu l'as créé. Parce qu'avant c'était un arbre, maintenant c'est un fruit et un arbre. Donc tu as créé un fruit. Même si veux ou non. Parce que tu l'as séparé. Et en même temps, il meurt. Puisque à partir du moment où tu le détaches de sa source de vie, il commence à mourir. Ça s'appelle Kotser. C'est une des 39 Melachot de Shabbat. Ouais. De la même manière, tu dis toi et moi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux qu'on fasse un ou tu veux qu'on fasse deux, l'un à côté de l'autre? Maintenant, c'est un apprentissage. C'est-à-dire, on fixe des règles au départ et après, c'est un travail. Maintenant, la magie de l'amour, c'est que plus on va être unis, plus on va s'aimer. Maintenant, puisque l'amour vient de l'union, d'accord? Donc plus on va être unifié, plus on va s'aimer. Donc nous, il faut juste décider qu'est-ce qu'on veut. Maintenant, moi, si moi, je ne suis pas rassuré, ou si moi, on n'est pas dans la même logique, parce que si moi, je viens pour investir et toi, tu viens pour profiter, ça ne marche pas. Si toi, tu viens pour consommer et moi, je viens pour construire, ça ne marche pas. Parce que rappelez-vous que donner, ça rapproche, et prendre, ça sépare. Vous suivez? C'est pour ça que la Torah, elle a dit Olam Hesed Ibané. Maintenant, je vous fais une petite expérience qui dure 2 secondes, et vous me dites si vous êtes d'accord ou non. Si je te donne 100 € et tu me donnes 100 €, on a combien chacun? 100 €. Ensemble, Je répète. Oula, je vais peut-être baisser le niveau. Donc, si je te donne 100 € et tu me donnes 100 €, on a combien chacun? 100 €.
Si je te prends 100 euros et tu me prends 100 euros comme tu fais dans le porte-monnaie, je le sais que tu fais le pantalon. Ouais. Non, je rigole. D'accord. Donc, si moi je te prends 100 euros et que toi tu me prends 100 euros, on a combien chacun? C'est pareil. Alors, quelle différence entre donner et prendre? Il y a une différence. C'est que quand je donne, c'est que je pense que tu es une personne. Mais quand je prends, c'est que je pense que tu es un objet. Parce que là, je prends la canette et je la mets là. Je ne peux rien lui donner à la canette, parce que c'est un objet. Mais dans les goïms, ils ont compris ça. Ils appellent ça l'objet du désir. C'est violent parce qu'ils le disent. Et l'autre, elle est fière de l'être. Je suis l'objet du délire, du désir. Mais quand tu es l'objet, tu n'es plus la personne. Maintenant, quand un homme il se marie avec une femme qu'il aime, qu'il trouve belle, il va mettre des années à comprendre qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de la viande organisée de manière harmonieuse. Parce que c'est une logique de consommation. Mais la personne, la Torah, elle dit que c'est des personnes qui se marient, c'est pas des corps qui se marient. Maintenant qu'au niveau intimité, il y a un épanouissement, ça c'est obligatoire. C'est une condition sine qua non du couple dans la Torah. Mais de savoir, est-ce que l'union du corps, elle est la finalisation de l'union du cœur et de l'esprit, ou le contraire, que l'union du corps, elle permet la mise en place de l'union du cœur et ensuite de l'esprit. Ça, c'est la différence entre la société et la Torah. Dans la société, les gens, ils couchent ensemble pendant des années, puis un jour, ils disent, tu sais, je crois que je commence à avoir des sentiments. Ça fait plaisir. D'accord? Alors que dans la Torah, c'est le contraire. Tu dois faire un dans la tête, on se comprend. Après, on fait un dans le cœur, on se ressent. Et après, l'intimité, elle va permettre de finaliser, de concrétiser les acquis émotionnels et les acquis intellectuels. Ça va? Super. Alors, je sais que ça a l'air évident et pour vous, c'est clair, parce que grâce à Dieu, vous avez une certaine expérience. Mais il faut comprendre que ça, à n'importe quel âge, le cycle, il est le même. Vous me suivez ou non? Il n'y a pas d'âge pour ça. Donc ça veut dire qu'on doit avoir un dialogue, on doit avoir un échange, on doit avoir une communication. Et tout ce qui est étranger ou obstacle à la communication va être un obstacle à l'étape d'après qui est l'union dans le cœur. Parce que comment veux-tu que je ressente quelqu'un que je ne comprends pas? Et ensuite, comment veux-tu que j'ai envie d'être avec quelqu'un que je ne ressens pas? Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que les étapes, elles sont impliquantes l'une avec l'autre. Mais on ne peut pas sauter d'étapes, ça ne marche pas. Il y en a qui, c'est pas grave. Il y en a, il m'a dit, écoutez, Rabbi Chetri, tout ça c'est du baratin. Moi, je règle le problème sur l'oreiller. Je dis, ok, alors il fallait épouser l'oreiller. Le traversin est beaucoup moins dépensier que la femme. Sinon, tu épouses une personne. La personne, elle a une fragilité, elle a une sensibilité, elle a un besoin, elle a une tendresse. C'est la réalité, c'est comme ça. Comme un enfant, il faut le prendre dans les bras. Il y a des gens qui disent, non, moi j'arrive pas, ma mère ne m'a jamais pris dans les bras. Ok, mais tu as fait quand même 6 dépressions. Donc l'enfant, il a besoin d'être pris dans les bras. Maintenant, le côté enfant qui est en toi, il a besoin, que ce soit féminin ou masculin, d'être pris dans les bras. C'est normal, d'accord? Elle a besoin de compliments, elle a besoin d'amour. Ah, tu dis, quand quelque chose qui ne va pas, comment ça se passe? Eh bien, c'est comme les médicaments. Dans un médicament, il y a 98% d'excipients et 2% de principes actifs. L'excipient, c'est quoi? C'est du sucre et de l'amidon. Donc, il faut faire 98% de compliments et 2% de remise en cause. Et si tu vas dire, mais attends, avec tous ces compliments, je n'aurai jamais le temps de remettre en cause. Ça y est, tu as compris le secret. Bah oui, parce que quand tu es occupé à voir le bien, tu ne penses pas à voir le mal. Dites-le à vos enfants, ça leur fera gagner au moins un divorce. D'accord? Donc, tu as compris l'idée ou non? Mais c'est ça l'idée. Maintenant, c'est vrai que la nature humaine, elle n'est pas comme ça. Parce que quand tu passes devant quelque chose et que tu vois un défaut, tu dis pas la maison est magnifique. Tu dis, ah, c'est dommage, le cadre il est tordu. C'est dommage que la peinture n'est pas bien finie. Pourquoi tu vois le défaut? Va te soigner. Ouais. Et tu vas dire, j'y arrive pas, je suis sceptique. Prends des antiseptiques. Pourquoi? Encore une fois, si tu dis, bon, j'ai 20, 30 ans, eh ben, je vais être bête 10 ans, je vais être entêté 8 ans, et je vais être lourd 20 ans. Mais là, tu peux pas. Là, vous avez moins de temps, donc il faut que ça soit que du bon, que du meilleur, que du bon. Il faut le faire. Mais encore une fois, je dis, on peut être des gens de bonne volonté. Moi, j'ai vu des gens qui avaient fait des très, très, très grosses erreurs, mais dans leur prise de conscience, ils ont dit, à partir de maintenant, je vais le faire.
C'est qu'il ne faut pas avoir peur de la perfection. Parce que quand tu es dans une ambition de perfection, même si tu atteins la moitié, c'est déjà the bonheur. En France, ça s'appelle the couple. D'accord? Donc, vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. D'accord? Mais bon, c'est peut-être pas votre taille. Mais c'est ça l'idée. D'accord? Ah ben je sais pas, vous réagissez pas, comment je sais moi? Non, je rigole. D'accord? Mais ça va les deux là-bas? Donc l'idée c'est quoi? Vous avez compris maintenant? L'idée c'est que on est deux personnes. On se connaît pas maintenant, on commence à parler ensemble. Ouais. Peut-être à la fin de cette soirée, je ne sais pas moi ce qui va se passer. D'accord? Donc on commence à se parler. L'idée de base, c'est qu'on a besoin de se rassurer mutuellement. C'est normal. Moi je te connais pas, toi tu me connais pas. Moi tu viens avec un passif, avec un passé, je sais pas ce qui s'est passé. Alors déjà, je vous donne un secret, déjà, comme dans la logique du Shidour, c'est que il ne faut pas ouvrir le canal des sentiments tant que le canal de la raison n'est pas rassuré. C'est comme si la mère et la fille. La mère, elle dit, écoute, tu le connais ce garçon? Et la fille, elle dit, écoute, je l'aime, c'est pas ton problème. Maintenant, chez la personne, il y a la mère et la fille. Parce que quand quelqu'un il est en besoin d'affection, ce qu'on appelle en anorexie sentimentale, ouais, des fois, il est prêt à manger n'importe quoi. Moi, je donne toujours cet exemple. C'est comme quelqu'un, il est dans le désert. Il crève de faim, ça fait 2 semaines qu'il n'a plus rien mangé. Il trouve une carcasse de chien mort pourri verte, avec des asticots. Il va manger ou non? Il n'y a pas peur d'entre nous. Il va le manger? Mais bien sûr, mais bien sûr. À Auschwitz, ils ont bu leur pipi, ils ont mangé l'herbe. Croyez pas qu'ils vont manger ça? Croyez que dans les accidents d'avion, quand les gens ils restent 10 heures dans la montagne, 10 jours, croyez pas qu'ils mangent des cadavres? Mais ils vont pas le dire à la télé. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la faim, elle rend fou. Ouais, ce qu'on appelle la folitude. J'ai dit la folitude. Voilà, d'accord? Donc quand quelqu'un a faim, il risque de manger n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut jamais faire les courses quand on a faim. Sinon tu vas acheter tout le magasin. Ah mais je mens rarement en cours, d'accord? Mais maintenant... Mais alors c'est quoi l'idée? Ouais. C'est que quand la personne... Restez calme. C'est que quand la personne, d'un côté, elle a faim, parce que qui n'a pas besoin d'amour, n'a pas besoin de tendresse, n'a pas besoin de présence, n'a pas besoin d'échange. Mais attention que cette faim-là, c'est elle aussi qui est dangereuse. Pourquoi? Parce que le gars, il voit la carcasse de chien, mais il a tellement faim, il en mange. Et c'est après qu'il en a mangé et que les quelques calories qu'il y a dans la carcasse de chien lui permettent de retrouver l'esprit, qu'il dit, mais j'ai mangé du chien. Ça s'appelle le lendemain de la choupa, d'accord? Non, j'exagère, mais si peu, d'accord? Non, mais je rigole, j'ai rien. Non. Il comprend qu'il va avoir une vie de chien. Hein? Il comprend qu'il va avoir une vie de chien. Exactement, c'est la chienne de vie d'ailleurs. Une fois, j'ai vu un gars qui parlait avec son chien dans un parc. Je dis, monsieur, franchement, juste pour ma culture personnelle, vous parlez vraiment à votre chien? Il m'a dit, lui, il m'écoute. Ah, ça laisse penser. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, vous avez compris maintenant? Non, bon, Rachel, c'est quoi la cavote d'Aina? Donc non, mais c'est rien, c'est juste pour mettre un peu de piquant. Nous, on mange pas à froid, genre la boîte d'haricots verts directement à table. Non, on met des épices. Alors, je vous pique un peu, ça réveille, ça fait circuler le sang. Et au pire, ça vous fait du bien. Ouais. Donc, quand on parle de ça, on parle, en fin de compte, dans une logique qu'on est là en face de l'autre. Toi, tu es un adulte, moi, je suis une adulte. D'accord? Et on sait qu'on a besoin. Et les deux, on veut faire quelque chose. Ok. Alors, viens, qu'on soit un peu intelligent, déjà au niveau raisonnable, de se rassurer l'un l'autre. Alors, c'est quoi de se rassurer? C'est que de discuter des choses qui peuvent être des sources de conflit. Parce que qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils entreprennent, ils créent, des fois ils se lient, des fois ils se marient, et après il y a des choses qui sortent. Ah, il faut qu'on parle d'argent. Ah, au fait, je voulais te dire que mes enfants ils habitent à la maison. Quoi? Ah, je voulais te dire que j'ai une dette de 170 millions d'euros. Ah non. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit mettre les choses à plat. Ouais. Avant de superposer les éléments. Donc de poser, de dire voilà, ça c'est ça ma réalité. Mais il y a des gens qui vont dire, eh ben écoute, c'est pas possible. Il y en a qui vont dire, eh ben on va trouver des solutions. Et encore une fois, solution, c'est solutionner. Solutionner, c'est mélanger. Donc en fait, le fait
de s'impliquer mutuellement et réciproquement dans la réalité, ça va solutionner nos personnes. C'est ça qui nous rapproche. Puisqu'un conflit il sépare ou un conflit il rapproche. C'est comme la différence. La différence quand tu l'as subie, elle te sépare. Et la différence quand tu l'utilises, elle te rapproche. C'est vrai, pourquoi tu t'es marié avec elle? Parce qu'elle était différente. Ah, pourquoi tu divorces? Parce qu'on est trop différents. Ils sont bizarres les gens. Moi je vous dis encore une fois, j'ai pas fait d'études. Mais mes quelques connaissances de zoologie m'ont beaucoup aidé. D'accord? Donc c'est ça l'idée. L'idée de dire qu'on est là en face de l'autre. Toi tu es une proposition, moi je suis une proposition. Alors maintenant je vais vous dire quelque chose de très violent. C'est pas grave. Vous êtes blindés. C'est que dans la vie, on ne peut jamais faire plus qu'une proposition. Moi, par exemple, je donne des cours. C'est mon métier. Maintenant, il y a des milliers de personnes qui me disent « On a fait Teshuvah grâce à vous ». Et moi, je dis non. Parce que dans le même cours, j'ai donné cours. L'autre, il a rigolé pendant 1h30. Et l'autre, maintenant, il est Dayan, il est devenu Shomer Shabbat, il a épousé... Donc, c'est le même cours. Donc, c'est pas moi qui a fait. C'est la personne qui a utilisé. Maintenant, par contre, nous, ce qu'on doit faire, en tant que Rav, c'est de donner la meilleure proposition possible. C'est-à-dire la plus adaptée. Parce qu'on dit Emet chez Nomatim qui mat sheker. Une vérité qui n'est pas adaptée est presque. Moi, je peux vous faire un cours maintenant sur la Kabbalah, vous allez avoir mal à la tête pendant une semaine, vous n'allez rien comprendre, vous allez dire écoute, je crois qu'on a vécu un événement intellectuel majeur, mais on a bien dormi. Ouais. Ou alors vous faites un truc complètement débile avec des histoires, et là, vous allez dire quoi, c'est ça, Menchetrit? Ouais. Non, moi, mon travail, c'est d'avoir un discours adapté. Mais alors, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je dis, ou si vous n'évoluez pas grâce à ce que je dis, donc je n'ai pas fait un discours adapté. Super. Donc maintenant, ici, c'est pareil. Ouais. La difficulté, c'est qu'on va faire une proposition. Donc vous, en fait, vous êtes une proposition. Voilà ma proposition. L'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une proposition. Voilà ma proposition. Maintenant, si ta proposition, c'est le mensonge, si la proposition, c'est les non-dits, si la proposition, c'est de faire un jeu, ouais, mais il faut savoir qu'un mensonge, ça ne sert à rien, puisqu'à un moment ou un autre, la vérité, elle va revenir. Après quoi, tu vas me la faire avaler à coup de Valda et à coup de... Non, voilà. Mais quand on parle clairement, les gens disent, oui, ben, en fin de compte, l'honnêteté, ça ne paye pas, parce que des fois, il faut charmer, il faut... Ok, mais encore une fois, est-ce que vous êtes encore à l'âge du charme? Est-ce que vous êtes encore à l'âge de l'aveuglement? Et surtout, est-ce que vous êtes encore à l'âge des mauvaises surprises? Donc, vous pouvez faire le contraire. Vous pouvez dire, écoute, tu es adulte, je suis adulte, d'accord? Je vais te dire la réalité, d'accord? La réalité, c'est comme ça. Moi, j'ai vu des gens, par exemple, des veufs, qui font des shidduchim, ils commencent, ils avancent. Après, quand ils arrivent au moment de la décision, ils disent, excuse-moi, j'arrive pas à l'oublier, je l'ai encore dans le cœur. Je dis, alors, pourquoi tu démarres? Ça, c'est un PAC, ça s'appelle un PAC en philosophie, c'est-à-dire un piège à... D'accord? Non, t'as pas le droit. Pourquoi tu rentres dans l'histoire? Parce qu'au fond, t'as pas réglé ton problème. Et l'autre, c'est pareil. Ouais, elle est divorcée, mais elle espère quand même que peut-être que l'autre, il va revenir. Mais on ne peut pas ouvrir un nouveau dossier tant qu'on n'a pas fermé le premier. Parce que même après 23 ans, l'URSSAF, il te retrouve. Il te dit, monsieur, vous avez 232 000 euros d'URSSAF. Parce qu'on t'a dit, tu fermes la société, tu payes les fournisseurs, tu payes les employés, tu payes ton loyer, tu payes tout et tu fermes. Là, tu fermes. Mais toi, tu dis, ça va. Celle-là, il est ici, celle-là, il est ici, celle-là, il est ici. Fais attention. Ça s'appelle les papillons. Très dangereux. Ouais. Ils vont d'une fleur à l'autre. Après, c'est chacune comme elle se sent dans le rôle de la fleur. Mais ils vont aussi des tartes à l'autre. Chacun comme il se sent dans le rôle de la tarte. D'accord? Donc il faut avoir cette honnêteté de dire, écoute, qu'est-ce que tu veux? Tu veux t'amuser? Tu veux t'investir? Tu veux construire? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux. Maintenant, si vous êtes une fille qui s'amuse, un monsieur qui s'amuse, amusez-vous. D'accord? Il faut bien quelqu'un pour remplir le Gehinam. D'accord? Si vous êtes une personne qui investit, investissez-vous. Et si vous êtes quelqu'un qui construit, construisez. Vous suivez ou non? Mais il ne faut pas avoir peur de parler. Parce que les gens disent, oh, vous savez, les hommes, ils ont peur, c'est pas évident, le truc, il y a des gens qui ne comprennent pas. Et si on dit tout, Pourquoi? On peut parler clairement. Ouais. Écoute, on va faire un chemin ensemble. On soit un peu malin. Ouais, c'est comme si l'autre, il dit, tiens, j'ai envie de faire l'Everest.
Et l'autre, il supporte pas l'altitude. Mais comment veux-tu qu'on aille faire une expédition d'alpinisme, alors que toi, tu supportes même pas de monter sur un tabouret? Vous me suivez ou non? Si toi, tu dis, ah, moi, je supporte pas qu'on me parle. Ah, pourquoi tu te maries? Épouse une télévision. Ouais. L'autre, il dit, ah, moi, je te préviens, hein, moi, je veux rien donner comme argent. Alors que, comment je vais sentir ta solidarité? Ah, maintenant, c'est compliqué, parce qu'il y a mon argent, il y a ton argent. Si quelqu'un vient avec beaucoup, l'autre, il avec rien. Il y a des règles, on peut séparer les biens, on peut créer un compte commun et fonctionner avec cet argent-là. Et on peut fixer comment chacun il va mettre l'argent pour faire. D'accord? Maintenant, si toi, tu es, grâce à Dieu, Blainara pour toi, bien et généreux, ça peut faire. Qu'est-ce que tu as besoin que l'autre, elle paye la moitié? Le café, tu n'as pas payé la moitié? C'est pour ça qu'il est amer. C'est petit. C'est le café de ta mère. Ouais. Non, on trouve des solutions. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on peut trouver des solutions pour tout quand on est dans un esprit de solutionnement. C'est sûr. Pour ça, j'ai dit un raisonnement, vous allez encore mieux le comprendre, vous, parce que vous avez l'expérience. Je dis, pourquoi en France? Vous savez, en français, c'est... Moi, je parle français. Vous parlez français, non? C'est une très belle langue, le français. Très belle langue. Ça, en français... Oui, j'ai une question philosophique que je m'étais posée quand j'avais 15 ans, je pense. J'ai dit, comment ça se fait que quand on a un problème, quand on a la solution, le problème disparaît? Vous avez un problème. Un problème. Et vous avez la solution. Ah, dès que vous avez la solution, il n'y a plus de problème. Les gens ils disent, bah, c'est un peu évident. Vous me suivez ou non? Quand tu as un problème, quand tu as la solution, il n'y a plus de problème. Oui, non. Non. Moi, je connais des gens, ils ont des problèmes. Je leur donne des solutions. Ils connaissent les solutions et ils gardent les problèmes. Ils ont les problèmes et les solutions. Ils savent très bien ce qu'il faut faire. La preuve, ils conseillent à l'autre. Mais eux, ils disent, non, ça ne marchera pas, tu ne la connais pas, c'est un cas spécial. Comme si le droit d'être bête était une mitzvah. Alors, je te dis l'idée. C'est que quand la solution apparaît, le problème disparaît. Parce que c'est quoi un problème? Un problème, c'est une opportunité d'exister. Ouais, c'est un décapsuleur de potentiel. C'est un espace de réalisation pour les gens qui veulent grandir. Sinon, c'est un souci, une névrose, une dimension anxiogène de la réalité insupportable. Maintenant, quand il y a un problème, d'accord, tu dois amener la solution. C'est quoi une solution? En français, solution, ça a deux sens. Ça veut dire la résolution, c'est la solution, c'est la resolution, ouais. Et ça veut dire aussi un mélange, une solution. Maintenant, quand tu solutionnes le sucre à l'intérieur du café, il se mélange dans le café. Maintenant, pourquoi le mot solution, il veut dire résoudre le problème et il veut dire mélanger? Parce que la seule manière de résoudre un problème, c'est de se mélanger avec le problème. Quand toi, tu te solutionnes avec le problème disparaît. Pourquoi? Parce qu'en te solutionnant, tu t'impliques. En t'impliquant, tu te remets en cause. En te remettant en cause, tu évolues. En évoluant, tu es plus mature. Et la solution du problème, c'est le degré de maturité que tu as atteint en te solutionnant au problème. C'est-à-dire pourquoi le problème disparaît? Parce que tu as grandi. Mais si je te donne la solution, ouais, ou si elle est marquée dans un livre, et toi tu dis ok, c'est écrit, ok, le rav il a dit, ok, le psychologue il a dit, ok, mon père il me l'a dit, mais c'est pas évident. Ouais, donc automatiquement tu gardes le problème et la solution. Bien que tu sais très bien, la preuve de vous à moi, les meilleurs conseils, ils sont jamais très très loin du bon sens. Et le bon sens, il n'est jamais très très loin de l'évidence. Alors pourquoi tu ne trouves pas la réponse? Parce que tu décides si tu vas cultiver le problème ou tu veux trouver la solution. Parce que le problème, ça veut dire stop, et la solution, ça veut dire avance. Il y a une attitude d'immobilisme, de dire finalement je suis une victime. Ça va? Mais ça, c'est par rapport à toi-même, c'est-à-dire que tu vas te solutionner avec le problème, donc toi, tu vas grandir. Encore un autre problème, et encore tu grandis. Mais avec une deuxième personne, c'est encore plus voyant. Parce que quand moi, je vais solutionner, c'est-à-dire que je vais me mélanger avec ton problème, et toi, tu vas te mélanger avec le mien, on va créer de la solidarité. Parce que quand vous prenez du vin rouge et du vin blanc, ouais, ils ne sont pas de la même couleur, ils ne viennent pas de la même vigne. Des fois, ils n'ont même pas la même qualité de vin. Mais quand tu les mélanges, ça fait un seul vin. Tu dis, j'en ai marre, rends-moi le rouge. Je ne peux pas. Reprends ton vin blanc. Ils sont mélangés. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça s'appelle Min Bemino.
c'est la même sorte, ça se mélange. Oui. Donc si ça se mélange, comment ils divorcent les gens? Parce qu'ils ne se mélangent pas. Femt ou lel. Donc ils ne se mélangent pas et ils ne changent pas pour l'autre. Mais quand tu changes pour l'autre, tu peux pas quitter l'autre parce que tu as changé. Tu es adapté. Donc vous, maintenant, vous réfléchissez dans une logique. Vous êtes des adultes et vous dites, on voudrait créer quelque chose ensemble. Donc, déjà, le statut de départ, il doit être clair. Comme ton comptable, il dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux être entrepreneur? Tu veux une SARL? Tu veux travailler au black? Qu'est-ce que tu veux? Il va dire, tu dis quoi? Il faut payer des impôts. Ok, alors tu veux pas. Ah, mais il faut faire des factures. Alors, il faut une société. Quoi, une société? Ah, mais après, il faut payer des impôts. Mais c'est toute la vie, c'est comme ça. Donc maintenant, quand vous rencontrez quelqu'un, vous vous posez, dis-moi ce que tu veux. Tu veux juste jouer aux cartes? On joue aux cartes. Tu veux aller te promener une fois par semaine derrière Sion, je sais pas quoi là? On y va. Alors tu dis non, je voudrais quelque chose de plus proche. Alors plus proche, alors il y a des conditions, il y a des règles. On ne peut pas vivre dans la même maison, on ne peut pas mettre de l'argent en commun, on ne peut pas dormir dans le même lit si les choses ne sont pas claires. Parce que moi, je ne suis pas un objet, je suis une personne. Une personne, il y a des règles, c'est normal. Maintenant, ces règles-là, elles ne sont pas frustrantes, puisqu'elles te rassurent à toi et à moi. Alors, dis-moi qu'est-ce qui te rassure, et moi, je vais te dire ce qui me rassure. Donc, je t'ai dit, par exemple, l'argent, on fait comme ça, d'accord? Toi, tu veux garder tes biens, moi, je veux garder mes biens. On met un compte en commun. Maintenant, si on a beaucoup d'argent, on veut acheter une maison en commun. La malo, pourquoi pas? Maintenant, cette maison en commun, c'est pas une assurance qu'on va rester ensemble. C'est un projet qu'on va être ensemble. Donc, comme on travaille sur la maison en commun, ça nous rapproche. Après, on va la décorer en commun. Après, on va choisir les draps en commun. Après, on va parler de la peinture en commun. Et bien, tous les sujets vont être des exercices de communion. Et on va être de plus en plus proches. Vous me suivez ou non? Mais si je te dis, je te préviens, tu habites chez moi. Ou chacun chez soi. Oh, ça c'est bien. C'est bien. Ça c'est mieux, je crois. Je pense. D'accord. À un certain âge. Ah, d'accord. Donc, si on est dans une logique de chacun chez soi, oui, ce qu'on appelle vraiment la consommation pure, oui. Ah oui, parce qu'on n'épouse pas l'épicier, on va juste acheter ce qu'on a besoin. D'accord? Donc l'idée, c'est quoi? C'est une autre lecture. Oh, c'est pas grave, c'est un peu cru, mais vous pouvez mettre de la sauce. D'accord? Mais c'est ça l'idée. C'est de dire, si on n'est pas rassuré vraiment, et qu'on est dans une logique de chacun chez soi, alors cette question-là, il ne faut pas la poser à un rabbin. Vous suivez ou non? Vous allez voir un psychologue, à la limite un goy, ou même Jésus, et vous lui posez la question, et il va vous expliquer comment faire une croix sur son avenir. D'accord? Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est de dire, d'accord, qu'est-ce qu'on veut? Mais moi je suis contre rien, moi. Vous suivez ou non? Moi, je parle, c'est pas pour vous, pour personne d'autre. Il y a un certain moment où les gens sont malades, sont fatigués, des trucs comme ça, ne peuvent pas constamment vivre avec quelqu'un à côté de soi. Parce qu'à un âge où l'homme ne travaille plus, c'est toujours à la maison collé, c'est pas possible. J'ai compris. Alors, encore une fois, je vous dis, c'est pour ça que quand je dis on est une proposition, donc il faut poser ça. Mais ça rentre dans les critères de. Vous suivez ou non? Parce que maintenant, plus la proposition elle est claire, c'est comme quand tu vas acheter un ordinateur, le gars il dit qu'est-ce que tu veux faire avec. Maintenant, si c'est juste pour regarder tes emails, tu n'as pas besoin d'acheter un truc avec une puissance qui peut gérer une IBM, d'accord? Et le contraire, c'est pareil. Quand tu vas acheter un 9 pièces, vous êtes deux. Donc ça veut dire qu'en fonction de la proposition, on va adapter. Mais encore une fois, je ne suis pas en train de vous parler des détails de la proposition. Je suis en train de vous parler que la mise en commun, non, la mise en commun des détails, elle crée la communion. Et c'est ça qu'on fait. Maintenant, si la logique, elle est d'habiter chacun chez soi, après, il faut trouver une solution. C'est un exemple. Mais après, si on est dans une logique d'être ensemble, eh ben, c'est logique que chacun soit rassuré. Et si on habite dans la même maison, c'est normal qu'on soit rassuré. Ça veut dire quoi? C'est que moi, je veux que tu sois à l'aise, et moi, et toi, toi aussi, je veux que tu sois à l'aise. D'accord? Maintenant, pour être à l'aise, il faut gérer tout ce qui rend mal à l'aise. Voilà, c'est sûr. Voilà. D'accord. Maintenant, même si ça a l'air comme ça d'être débile, parce que tu dis, bah, c'est évident, mais malheureusement, aujourd'hui, on est obligé par les évidences. Parce que les gens, ils vous sortent des sources de conflits tellement débiles. Tu dis quoi? C'est pour ça que vous êtes en train de vous détruire, alors que la solution, elle est comme ça. Tac, tac, tac. Donc, quand le problème, il est technique, il faut trouver une solution technique. Quand le problème, il est halachique, il faut trouver un rave en commun, vous posez la question et c'est tout. Ah, nous les séfarades, nous les Ashkénazim, nous les gens de Tunisie, vous choisissez un rave. Le Tunisien, Rav Mazouz, il va vous répondre. D'accord? Vous êtes Ashkénaz, vous êtes plus religieux, vous êtes moins religieux, il n'y a pas de problème, il y a des solutions. D'accord? Mais si vous voulez absolument, par exemple, garder les deux votre rave, c'est qu'au fond, vous voulez garder le conflit.
Vous suivez ou non? Vous dites non, Bien sûr. on va choisir un rave commun. Et si vous n'arrivez pas, dites aux deux rabbinim de vous trouver un rave commun. Et vous avez une question. Pourquoi? Parce que la question, ouais, elle doit être suivie de la réponse. La question, elle est suivie de la réponse. Si on reste sur une question des années, d'accord, ouais, ça veut dire qu'au fond, on ne veut pas trouver de solution. Mais dans tous les domaines, c'est pareil. Tu dis, on va habiter là-bas, on va habiter là-bas. Réfléchis, tu prends une feuille, tu marques les avantages et les inconvénients de ici, et les avantages et les inconvénients de ici. Et on pose ensemble, comme des gens intelligents. Ah bah tu dis, oui, mais c'est plus proche du truc. Ah mais moi, par rapport à mes enfants, on va trouver. On va trouver. Mais encore une fois, le temps que vous allez passer à chercher le compromis, il fait partie du travail de solidarisation. Mais si vous restez, chacun il reste, eh ben c'est comme ça. Voilà. Storbo, les deux. Ouais. Ils restent, ils attendent. Chacun il attend que l'autre il fasse le premier pas. Mais si tu peux attendre jusqu'à que tu vas écrire une chanson tellement tu as attendu. Restez calme. D'accord? Donc c'est ça l'idée. L'idée qu'on pose les choses, d'accord? Et on travaille sur les choses. Et il n'y a pas de différence. Même dans des notions, on a dit dans le niveau de religion, d'accord? Si on est dans une logique de respect mutuel, évidemment que les deux extrêmes, ça va être compliqué. Parce que l'autre, si t'amène la pizza au lardon et que toi, tu manges que glatte, on a beau s'aimer, ouais, mais ça va être difficile. Pourquoi? Encore une fois, pas à cause de la religion, mais à cause de la source de conflit. Si il y en a, il veut absolument habiter au bord de la mer et l'autre, il veut être à la montagne, ça va être compliqué. D'accord? Si l'autre, il dit non, moi, je vais aller vivre en France 30 jours par mois. Tu dis donc, tu veux pas venir en Israël? Oui, mais je t'avais dit que moi, j'avais encore des... Alors, pause, on gère. Ça, il y a des gens qui sont restés mariés avec des gens qui étaient en prison. Comment ils ont fait pour rester mariés? D'accord? Il y en a qui ont été séparés par 4 ans de guerre. Comment ils sont restés ensemble? Ça veut dire que tout se gère. Ouais. Maintenant, le fait qu'on le gère, c'est ce qui permet qu'on le digère aussi. Mais si tu ne le digères pas, c'est parce que c'est mal géré. C'est facile. Ouais. Donc quand on a posé, on parle, on fixe, et, en fait, et plus on va parler, et plus en fait on va avoir un langage commun. Par exemple dans les couples, vous le savez bien, il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de quiproquos. C'est-à-dire qu'après 3h30 d'engueulade, ah c'est ça que tu voulais dire? Mais il fallait le dire. Mais j'arrête pas de le dire. Ah mais c'est pas ce que j'avais compris. Ouais, c'est pour ça qu'il y a c'est connu en ORL que les gens qui s'écoutent sont les gens qui s'entendent. C'est vrai, non? Donc les gens ils disent on s'entend pas, mais c'est pas un problème de surdité, c'est qu'on s'écoute pas. Et à Raoul Colo, cousin de Marco Polo, le fait de s'écouter, c'est-à-dire qu'il y a un son qui est émis par quelqu'un et il y a un réceptacle qui est de l'autre côté, ça crée encore un pont. Comme si le non. Donc le pont de s'écouter, le pont de se comprendre, le pont de se prendre dans les bras parce qu'on est content qu'on s'est compris, le pont d'aller faire ensemble la chose qu'on s'est mis d'accord. En fait, c'est que des étapes de fabrication de communion, de communion, de communion, de communion. Pourquoi? Parce que quand vous prenez 2 aimants, ouais, il faut mettre le point sur les i parce que les aimants peuvent devenir ensuite des amants. Ouais. Voilà. Donc, quand on prend un aimant et on le casse en deux, un vrai aimant très puissant, et un vous le mettez dans 2 sacs de jute, et l'autre vous le mettez dans 2 sacs de jute, ils peuvent coller, mais ils ne collent pas bien. Ouais. Ils peuvent facilement se décoller. Maintenant, c'est quoi les 2 sacs de jute? C'est l'égoïsme et l'orgueil. Donc toi, tu viens avec ton égoïsme et ton orgueil. Moi, je viens avec mon égoïsme et mon orgueil. Et quand on colle les 2 sacs, ils tiennent, mais ils tombent facilement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va frotter, on va frotter, on va frotter, on va frotter les 2 sacs. Les deux. On va user le premier sac, on va user le deuxième sac. Et après, les 2 aimants. D'ailleurs, on le dit, ça colle entre nous. D'accord? Mais c'est ça l'idée. C'est qu'en fait, les 2 morceaux d'aimant, ce sont les 2 morceaux de Neshama. D'accord? Et que normalement, ces 2 morceaux de Neshama, ils sont faits pour rester ensemble pour l'éternité. Mais ils ne peuvent pas rester ensemble pour l'éternité
s'il n'arrive pas à créer de l'éternité dans la temporalité. C'est-à-dire que là, on est dans la temporalité, parce qu'il y a aujourd'hui, parce qu'il y a ce soir, parce qu'il y a l'heure, parce qu'il y a Rosh Hashanah, parce qu'il y a Shavuot, parce que c'est la temporalité. Maintenant, il faut fabriquer de l'intemporel dans le temporel. Maintenant, si nos valeurs, elles sont au-dessus de l'argent, au-dessus de nos intérêts, au-dessus de notre petitesse, au-dessus de notre orgueil, au-dessus de notre peur, donc elles ne sont plus dans la temporalité. Parce que la temporalité, elle est dans la matière. Donc quand vous n'êtes plus dans la matière, vous n'êtes plus dans la temporalité. Ça va? Ça ne me dérange pas si vous l'éteignez. D'accord? Moi, je suis en train d'éteindre. Je sais. C'est pour moi, c'est pour ma patience. D'accord. Non, je rigole. Il faut le jeter dans l'eau. Non, mais c'est comme je suis sur chaise volante, on me demande si Mais ça va? Si il fallait venir me chercher, c'était Pas de problème. à cause de ça. Donc les autres, vous mettez sur silencieux. Non, c'est pas grave. Vous avez compris l'idée ou non? Donc l'idée, c'est simple, en vérité. C'est que vous êtes des gens extraordinaires. Ça se voit à chacun d'entre vous. D'accord? Vous êtes des diamants. C'est le minimum. D'accord? Et les diamants, ils ont besoin d'une belle monture. Ben, tu ne peux pas mettre un diamant de 9 carats, boucheron, sur une monture en plastique. Donc il faut que la personne, elle soit à la hauteur. Vous, c'est pareil. Vous avez une volonté de rencontrer quelqu'un. D'accord? Et d'avoir du bonheur. Maintenant, quand on va être intelligent, au lieu d'essayer de tailler le diamant de l'autre, on essaie de fabriquer la meilleure monture. C'est pour ça que d'après la Torah, si vous rentrez à Pessah chez quelqu'un qui a tapissé ses murs avec des tranches de pain de campagne, vous ne transgressez pas l'interdit de posséder du Hametz. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le vôtre. Vous savez ça? On ne transgresse Pessah que sur du Hametz qui nous appartient. Le Hametz des autres, c'est pas interdit. Ça va? Oui, non? Donc faites-moi plaisir. Arrêtez de chercher le Hametz de l'autre. Cherchez votre Hametz à vous. Travaillez vos midotes à vous. N'essayez pas d'éduquer l'autre. N'essayez pas de l'améliorer. Par contre, il faut que chacun s'engage à travailler ses midotes. D'accord? Donc vous n'aurez jamais à lui dire soit comme ça ou soit comme ça, parce que lui, il va faire l'effort de travailler sur. Et vous, c'est pas la peine de lui dire, c'est quoi, comment tu t'habilles, c'est son problème à elle. S'il veut se lever à la prière, c'est son problème. Il veut pas se lever, qu'il réfléchisse. Oui? Tu dis, oui, mais tu m'avais dit que tu étais religieux. Eh ben écoute, qu'est-ce que je te dis? Je t'ai menti. Mais c'est pour lui, les pauvres. Non, c'est son problème. S'il vous dit, lève-moi, vous le levez. S'il vous dit, je me lève, et qu'il se lève. Ben alors il veut pas se lever, eh ben si c'est pas en qui se lève, ça sera en gare. D'accord? Ça veut dire que c'est son problème avec le bon Dieu. Ben encore une fois, vous pouvez vous servir de la Torah pour aider l'autre à digérer, d'accord? Vous pouvez vous servir de la pudeur pour saouler la personne, vous pouvez vous servir de la famille, mais après tu vas te demander, tu dis, mais mon amour, si on s'est mis ensemble pour faire souffrir l'autre, c'est quoi l'intérêt? Vous suivez ou non? C'est comme si vous aimez pas faire du lachon hara et vous rencontrez une amie à vous. Et tu dis, il faut que je te raconte. Tu dis, écoute, je veux pas faire de lachon hara. Je t'en prie, tu ne vas pas comme me saouler avec ta religion. Je veux pas de lachon hara, je veux pas. D'accord? Alors si la personne est intelligente, elle dit, écoute, celle-là, elle n'est pas faite pour lachon hara. Donc quand je vais avec elle, je parle pas de lachon hara. Ouais. Alors, comme tu peux trouver un compromis de vie avec une personne sur la lachon hara, tu peux trouver un compromis de vie sur des horaires, tu peux trouver un compromis de vie sur la nourriture. L'autre il veut très salé, l'autre veut pas salé, d'accord? Tu peux faire un compromis de vie sur les voyages, sur les absences, sur les shabbatotes avec la famille. Tout est possible, encore une fois. Tout est résolvable. Seulement de démarrer dans cette logique de proposition et de bonne volonté. Parce que moi, je vous dis de ma petite expérience, les gens, ils viennent pour une consultation de couple, d'accord? Alors, en général, ils viennent avec des anecdotes. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Le gars, il va te raconter 17 ans. Tu dis, ça y est, on est parti pour... Ouais. Soit, ils viennent avec des justificatifs psychiatriques. Chacun, je vais t'expliquer pourquoi mon mari, il est comme ça. Je vais t'expliquer pourquoi ma femme... Voilà comment elle est sa mère. Voilà comment elle est sa sœur. Voilà. Donc, les gens, ils se deviennent tous des petits Freud. D'accord? Maintenant, moi, je vous dis un truc. D'accord? Ça n'engage que moi. Au pire, j'ai raison. Les 90% des actes, chez les gens qui ne sont pas construits, sont le fruit du Yetzer Hara. D'accord? La preuve, c'est que tu dis, j'ai fait une chose que je ne voulais pas faire, c'était plus fort que moi.
Donc quand tu me racontes une anecdote, tu me racontes juste que vous n'êtes pas assez construit pour vous maîtriser chacun, vous dites etc. Donc si c'est votre Yetzirah, tu veux me raconter la vie de Yetzirah, j'ai pas besoin de la connaître, je la connais. Donc déjà les actes ils servent à rien. Les anecdotes elles servent à rien. Tu dis moi alors attends mais je vais légitimer, je vais t'expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça. Ok. Mais le cerveau, vous savez le cerveau, sur Google tu peux chercher est-ce que c'est cachère ça, ou tu peux chercher des sites dégueulasses. Google, c'est ça Google, ça crée des gogoles, d'accord ouais. Donc vous le savez. Donc les deux existent. Donc le cerveau, il se met au service de pourquoi tu l'utilises. Donc si tu mets ton cerveau au service de ta neshama, il va créer de la kedusha. Si tu mets ton cerveau au service de ton corps, il va te créer du vice. C'est le même cerveau. Donc la légitimité, enfin la légitimisation intellectuelle de tes anecdotes, elle est inintéressante. Puisqu'elle-même, elle est soumise et conditionnée par le Yetzirah qui a créé l'acte. Vous suivez toujours ou... Ça va? Vous avez compris? C'est pas clair? Voilà. Alors écoutez-moi bien. Mais alors si tu enlèves les anecdotes et tu enlèves la manière de légitimer au niveau intellectuel, alors de quoi on va parler? Ah, moi je vous dis la chose. Tu vas parler, est-ce qu'il y a la bonne volonté ou il n'y a pas la bonne volonté? Vous suivez ou non? Moi j'ai vu des gens, des cris, des nerfs, des coups, des faux témoignages, des adultères, des embrouilles d'argent, des tralouettes. Eh bien, ils se sont travaillés, ils se sont reconstruits, ils se sont remis, ils ont fait encore des enfants. Alors que des gens, ils divorcent parce que tu as manqué de respect à ma mère, tu lui as pas dit Pessar, Kacher, Vesaméar. Regarde un petit peu les extrêmes. Comment les gars, ils divorcent pour rien, et l'autre qui avait tout pour souffrir, ils ont reconstruit leur couple. Ça veut dire que c'est pas le problème. Non, c'est la bonne volonté. Donc vous, encore une fois, la volonté, elle est imprégnée de votre personnalité. Donc normalement, elle est imprégnée de votre âge, elle est imprégnée de votre expérience, elle est imprégnée de votre vécu, elle est imprégnée de votre volonté d'avancer, elle est imprégnée de votre volonté de passer des bons moments. Ouais. Donc là, c'est exactement pareil. Vous êtes célibataire, vous êtes en recherche de rencontrer quelqu'un, d'accord? Alors encore une fois, le modèle que vous allez choisir, il est propre à chacun. Évidemment que la Torah, elle va vous dire mariez-vous, d'accord? Elle va vous dire, si vous êtes en âge, allez au mikvé, d'accord? Ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment, pour rien. Parce que les gens, ils vont dire, oui, mais vous comprenez, une fois, j'ai fait un cours au Maroc, il y avait 250 personnes dans un séminaire, et j'ai dit, n'oubliez pas, parce que des fois, les femmes, quand elles sont ménopausées, elles vont pas au mikvé le dernier mikvé. Mais vous savez que quand la femme, elle va pas au mikvé le dernier mikvé, elle est nida jusqu'à la fin de sa vie. Vous suivez ou non? C'est que même après la ménopause, il faut aller une dernière fois au mikvé pour être pur. Si vous allez dire, ah, on n'est pas très religieux, on n'y pense pas. Faites attention, parce que le mikvé, c'est pour enlever l'interdit de nida. Et la nida, c'est interdit, et chayav karet. Et karet, c'est la punition la plus grave. Et pour expier un karet, c'est-à-dire une relation sexuelle avec une femme nida, il faut 650 jours de jeûne. Tu peux arrêter What Watchers. Ah oui. Tu dis, mais on n'est pas tellement religieux. Mais le fait de ne pas être religieux n'enlève pas la gravité de la chose. Vous me suivez ou non? Donc les gens intelligents, ils vont faire les choses dans les règles, ouais. Et le fait de se marier, même si on dit oui, mais c'est un petit peu compliqué, parce que vous savez, c'est au niveau de l'argent, au niveau de l'avenir, au niveau de la truc. Mais d'un autre côté, si tu n'as même pas ce respect de base de donner à l'autre un terrain minimum de sécurité, donc t'es quoi? Toi, t'es un gars qui se balade dans le supermarché, qui ouvre une boîte de gâteaux, qui l'emmène au rayon des outils, qui mange un peu de gâteau et qui laisse et qui passe à la caisse en disant j'ai rien trouvé qui m'a plu. Ça c'est. Si vous trouvez, il y a un site internet qui s'appelle lauraleno.com, ouais, et laurina.com, les deux. Ouais, vous allez là-bas, vous allez trouver tout ça. D'accord? Maintenant, chacun il va décider, il y a tout sur internet. Hein. Même si vous avez peur, ils ont référencé tous les gens qui ont une difficulté à donner. C'est barredefer.fr. D'accord? Mais que la personne, au fond, elle doit savoir que quand la Torah, elle t'a donné un cadre, elle t'a donné une halakha, ouais, c'est pas pour te saouler, c'est pour te préserver. Et c'est aussi pour te consacrer, d'accord? Et que quand on fait les choses dans les règles, d'accord,
eh ben, on a un cadre de sécurité. Parce que c'est quoi SDF? SDF, c'est qu'il n'y a pas de mur, il n'y a pas de toit, tu es dans la rue. Maintenant, un chien, il passe, il te fait pipi dessus. Un gamin, il te met un coup de pied dans la tête. Tu te dis, mais attends, mais je ne peux pas vivre comme ça. Maintenant, toi, tu ne peux pas proposer à l'autre de rester SDF. Vous suivez ou non? Sous prétexte que c'est compliqué, parce qu'il y a des problèmes d'argent. Problème d'argent, notaire, avocat, il y a des solutions. Ouais. Problème de famille, chacun il doit dire, écoute, maintenant, voilà comment ça va se passer. On réunit tous les enfants, on leur dit, écoutez, maintenant, à partir de maintenant, moi j'ai donné ma vie pour vous. Maintenant, à partir de maintenant, voilà, je vous le présente, c'est lui. On construit avec lui, on fait avec lui, on évolue avec lui. Vous l'aimez, c'est bien. Vous l'aimez pas, allez chez votre mère. Mais c'est toi. Eh ben, venez passer Shabbat. D'accord? Donc, oui, il y a une logique. Et dans chaque domaine, c'est pareil. Et dans la religion, c'est pareil. Il y a des halakhot, il y a des choses. Maintenant, vous êtes sioniste, plus tendance Lubavitch, Breslev, lituanien, yeshiva. Tout est possible. Jamais la religion, elle te sépare. Tu peux te servir de la religion pour prétexter une séparation. Ouais. Mais sachez que la différence entre les adultes et les enfants, c'est que les enfants, les adultes, ils ont des raisons, et les enfants, ils ont des prétextes. Mais je ne vous ai pas dit quel âge ils ont à faire l'enfant. D'accord? Donc vous, Baruch Hashem, vous êtes des gens incroyables. Déjà, vous avez supporté de m'écouter pendant 1h30, ce qui est proche d'une violence. Ouais. D'un autre côté, je ne veux pas vous prendre toute la vie parce que vous êtes des gens bien. En plus que la maîtresse de maison, elle a préparé des choses extraordinaires. Oui, on lui souhaite une longue vie, une bonne santé, du bonheur. Et je vous souhaite, maintenant je vais vous faire une bracha, vous répondez Amen, au pire ça marche. לעלות בתורה ביראת שמיים בנחת ובשמחה ובאושר ובבריאות ובאריכות ימים ברפואת הנפש, רפואת הגוף, שהכל יבוא בשלום ובשמחה ולמצוא את הזיווג הנכון האמיתי בקדושה ובטהרה בנחת ובשמחה ובפרנסה קלה, בלי יצר הרע, בלי תחבולה, בלי בעיות, בלי גויות, ממזרות, חלוידות, שהכל יבוא בקדושה ובטהרה ובנחת ובשמחה ובברכת ההורים ובברכת רבי מאיר בעל הנס וכן יהי רצון ונאמר אמן. Bonne soirée. Est-ce que vous avez des questions? N'ayez pas peur, on est entre nous. Il y a une question? C'est? Ça, oui. Ah, s'il vous plaît, ne bougez pas. Alors, on donne le cours Leilou Nishmat, Penina Bat Yosef. Il y a quelqu'un d'autre en dessous? Et Yehudit Bat Leilou Nishmat, et aussi Yehudit Bat Esther. Non, Bracha. Et aussi pour mon père Abraham Shimon Ben Simcha, Elio Ben Aïcha, les Leilou Nishmat. Oui. Lydiane Bat Ren. Ren Bat Elisa. Amen. Jean Abraham Ben Georgette. Eli Léon Batzara. Ah, Eli Léon Ben Zaira. Aaron Ben Yitzhak. Aïdel Yehudit Bat. Excusez-moi, parlez un tout petit peu plus fort. Freidel Yehudit Bat Hana. Amen. Benita Bat Rachel.